Donc, j'avais prévu de vous parler déjà de Seul, bien sûr, qui en est donc à son 15e tome, qui est une série jeune public, pas trop jeune quand même. 10-14 ans. 10-14 ans, qui est une série fantastique, Oui. qui décrit 5 enfants dans un monde sans adultes. Tous les adultes ont disparu du jour au lendemain. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé et ils vont essayer de s'organiser pour survivre, sachant que c'est très difficile quand on est un enfant dans un monde sans adultes de survivre. Et puis il va y avoir tout un tas d'événements fantastiques qui vont intervenir. Donc c'est une espèce de Sa Majesté des Mouches mélangée avec Lost, avec on pourrait Lost. dire la série américaine Ouais. Lost. Ouais. Voilà, donc une série aventure fantastique, vraiment très très chouette. Si vous ne l'avez pas encore lu, jetez-vous dessus. Elle sera en vente, on ne l'a peut-être pas dit, mais il y aura une vente de bande dessinée à l'issue de la rencontre, enfin de livres à l'issue de la rencontre avec la librairie La Petite Gare. Voilà, que dire de Seul, c'est un grand succès, hein, c'est un immense succès. Il y a des intégrales qui sont parues si vous avez envie de rattraper tout le retard d'un coup, et c'est pas encore fini. Non, c'est en cours, on est censé en faire 22. Si tout se passe bien. Nous y reviendrons, car l'état de la culture actuellement prête à réflexion sur ce que sera l'avenir de la culture, j'y reviendrai. On peut dire aussi, bien sûr, je ne vous fais pas l'insulte de vous présenter Spirou et Fantasio, que tu as à l'origine de plusieurs Spirou et Fantasio, et une série dérivée, Oui. Super Boom. Exactement, une version super héroïque de Spirou. Voilà, et puis donc avec tout ce qu'on aime dans Spirou et Fantasio, et notamment Zorglub, donc lisez-les, ils sont très chouettes. On retrouve vraiment tout ce qu'on aime dans Spirou. J'avais envie de vous parler du dernier Atlas, qui est vraiment une série incroyable. C'est en 3 tomes. Donc on est sur une histoire alternative qui va mélanger espionnage, grand banditisme, aventure, dans en gros, on est dans une histoire de France alternative où la France a construit des robots géants. Le même genre de robots géants que dans les séries japonaises, là, avec un équipage qui les pilote. Mais comme c'est en France, c'est le complexe militaro-industriel français qui a construit les robots géants, qui donc appartiennent à l'armée et qui ont servi notamment à la colonisation de l'Algérie. Exactement. Ces robots, ils sont aujourd'hui, au moment où l'histoire se passe, ils sont abandonnés parce qu'il y a eu un accident industriel qui fait qu'un robot, en gros, a explosé et on a décidé d'arrêter de s'en servir. Et ils sont en train d'être désossés dans des pays du tiers-monde, tels des porte-avions de l'armée française. Toute ressemblance avec des événements ayant existé serait purement fortuite. Et voilà, donc on a toute une histoire qui est assez compliquée, donc je ne vais pas vous détailler, mais ça se passe entre Nantes, Paris, l'Algérie, l'Inde, avec plein de personnages, plein de rebondissements. C'est vraiment un feuilleton, vraiment comme une série télé, comme une bonne série télé, et vraiment une vision de l'histoire de France. Par exemple, un détail moi qui m'a beaucoup plu, les robots ont des noms de bâtiments, comme les bateaux de l'armée française, mais ils s'appellent le Georges Sand ou le Arthur Rimbaud. Et évidemment que si la France avait des robots géants, ils s'appelleraient le Georges Sand ou le Arthur Rimbaud, c'est tellement bien Pour éclairer le monde voilà. de nos lumières, c'est voilà, ça l'idée. vraiment, c'est super. Vous êtes 4 à l'avoir faite, cette BD. Elle est, Même 5 avec la coloriste, Laurence Croix, qui malheureusement n'est pas sur la couverture. Peut-être plus... Il est où? Ah, il est pas dessus. Je pensais qu'il était dessus. J'avais envie de parler des 5 compteurs de Bagdad. Il y est, mais là. Ah ouais. Ah oui, c'est ça, il est en tout petit. Qui est une BD sur le thème de l'importance de raconter des histoires. J'ai l'impression que c'est un thème qui revient très souvent, en tout cas dans les BD, peut-être plutôt les anciennes, mais en tout cas, on va suivre 5 conteurs qui vont se rendre au concours des conteurs à Bagdad, et qui évidemment, comme dans les récits, comme dans les vieux récits, vont se raconter des histoires en chemin. Donc on va avoir tout un tas de récits enchâssés. Voilà, donc c'est vraiment très très chouette. Donc plein d'histoires en une. De même, dans Dieu qui pue et Dieu qui pète, vous avez plein d'histoires, c'est plein de récits inspirés de différents folklores d'Afrique. Voilà, j'avais envie de vous parler aussi d'une autre facette du travail de Fabien, qui est tout son travail autour de la sexualité, avec l'herbier sauvage, donc, que tu étais venu présenter ici il y a presque 10 ans Mais maintenant. oui, c'est vrai. Voilà. Tu me le rappelles, mais oui. Le premier Vous êtes tome, des coquinous arrosés un peu. il y a 3 tomes, et donc c'est un travail que tu as mené de collecte de récits Sur la sexualité. sur la sexualité des gens. Donc on n'est pas dans des récits un peu forcément cocasses ou rigolos, ou de choses. On est plutôt dans l'ordre de l'imaginaire sexuel, les fantasmes, les récits. En fait, il y a de tout. Enfin, je pourrais y revenir, si on verra si ça s'y prête ou pas. Donc c'est pas de la BD pour le coup, c'est vraiment C'est du livre illustré. Ouais, du livre illustré, c'est très chouette, il y a 3 tomes. Et puis dans le même ordre d'idée, il y a Polaris ou La Nuit de Circé, qui est une BD vraiment surprenante, sur une espèce de société secrète qui essaye d'inventer une nouvelle sexualité, un peu comme un genre d'oulipo sexuel, où ils inventeraient un peu des contraintes pour créer des jeux sexuels qui leur permettraient d'arriver à
de nouvelles formes de À sexualité. réinventer la sexualité, exactement. L'Oulipo, vous voyez ce que c'est, les uns et les autres, oui. Donc ouvroir à littérature potentielle. On pourra en parler avec, un peu avec Marc-Antoine Mathieu, qui est un des livres que je voulais évoquer avec vous, qui appartient à Loubapo, ouvroir à bande dessinée potentielle. Et puis encore, bon, je ne veux pas être trop long, si vous n'avez pas lu Jolies Ténèbres et que vous cherchez des choses, des sensations fortes, un peu, je vous conseille Jolies Ténèbres. Pas du tout pour enfants, je le précise. Pas du tout pour enfants, puisque, alors j'ai vérifié, je ne spoile pas si je le dis dès le début, on suit plusieurs personnages dont on comprend assez rapidement que ce sont des petits personnages qui vivent à l'intérieur du cadavre d'une petite fille morte. C'est toujours mieux que tu le dises toi que moi, je crois, mais c'est très exactement le résumé de l'histoire. Autant dire que c'est hyper clivant. Et qu'il y a des gens qui détestent cet album. Voilà. Et ça peut tout à fait être intéressant de faire un album que les gens détestent. Ça a été une étape importante pour moi de comprendre que c'est bien aussi, des fois, de cliver un peu le public. Tu disais récemment, je crois que ça t'étonnerait que quelqu'un aime tous tes livres. Exactement. Voilà, ils sont vraiment... À part moi. En fait, je pense vraiment, sincèrement, être le seul point commun de tous les bouquins, à savoir que je serais surpris que quelqu'un me dise qu'il aime tout ce que je fais. Parce que c'est fait avec des gens très différents et du coup de manière très très différente. Et donc le fait que tu aies fait une approche comme ça en disant voilà la poignée de bouquins qui me plaisent, je trouve ça parfait. Et en plus il y en a déjà pas mal, je suis assez flatté, je te remercie. De même que j'ai pas de problème à ce que vous ne connaissiez pas du tout mes livres. Ce que j'adore par contre c'est parler de mon travail et parler de ma passion pour l'écriture et de ma passion pour les bibliothèques. C'est aussi beaucoup ça qui fait que j'ai envie d'accepter votre proposition. Parce que je suis un grand amoureux des bibliothèques et des médiathèques. Voilà. Ok, merci. Nous aussi, on t'aime beaucoup. Et puis, juste voilà, pour terminer, je terminerai. Alors, en fait, je ne les ai pas lus, mais si vous voulez lire les derniers, il me semble que c'est La Cuisine des Ogres et Le Dieu Fauve, les deux derniers. Voilà, vous pouvez les lire, ils sont probablement formidables. Ils le sont. Je m'arrête ici, n'hésitez pas. Donc, les livres de Fabien Bellman sont bien sûr en grande partie disponibles dans les bibliothèques près de chez vous, donc à Rezé, à Nantes ou dans plein d'autres endroits, chez votre libraire, à la Petite Gare ou ailleurs. Et vous pouvez également en trouver 32, j'ai vérifié, sur le site de la médiathèque, accessible via notre abonnement à Isneo qui vous donne accès à de la BD numérique. Voilà, donc n'hésitez pas. S'il vous manque un tome de Seul, notamment, vous pouvez aller chercher là-bas. Voilà. Il faudra que du coup je pense au numérique, ça sera un sujet intéressant. Ok, donc c'est à moi. Je crois. Ouais. Peut-être que de temps en temps, ça va rester là les BD, je veux bien, parce que ça sera peut-être pas mal pour évoquer plus facilement que d'aller les chercher derrière moi. Et ben déjà merci beaucoup d'être venu parce que ça caille et je pensais vraiment pas qu'il y aurait du monde. Donc il y a même des esprits mauvais qui ont laissé entendre que je serais tout seul. Et en fait pas du tout. Les gens de Rezé sont vraiment sympathiques, contrairement à ce que tu laissais entendre. Non mais parce que voilà, je vois bien ce que ça peut donner moi de s'inscrire à un événement et puis de se dire le jour venu, surtout si on est à vélo, ce qui est mon cas là, ah mais en fait il fait très sombre, il fait très froid et puis finalement est-ce que c'est si important d'écouter un type parler de livres? Et vous êtes venus, peut-être contraint et forcé par la bibliothèque, je sais pas, mais donc ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir ici. Je suis un peu déstabilisé parce que je suis un grand bavard, donc il n'y a pas trop de soucis a priori à me faire parler, mais c'est vraiment un exercice que j'ai jamais fait. Donc c'est un peu déstabilisant, je n'ai pas mes zones de confort. À l'inverse, être dans une bibliothèque est une zone de confort, donc je le disais. Et c'est peut-être par ça que je peux commencer, hein, c'est que c'est presque un aspect biographique, mais je vais essayer de ne pas faire la biographie que je fais d'habitude. En gros, donc moi j'ai grandi en Savoie, vers Chambéry, dont il sera question dans La Cuisine des Ogres, donc il m'a fallu pas mal de temps pour rendre un hommage à ma région d'origine. J'étais, pour être précis, à la Motte-Servolex, c'est un petit patelin à côté de Chambéry. Et j'ai eu la chance de baigner dans la culture de la bande dessinée par mes parents, ce qui dans les années 70, parce que je suis né en 72, ça vous permet de me faire un... Voilà. Dans les années 70, c'était pas forcément si fréquent, c'est-à-dire que la bande dessinée n'était pas toujours vue avec un très bon œil, alors que dans ma famille, si, c'était vu comme, alors peut-être pas comme de la culture, disons, c'était peut-être pas vu comme un art majeur, mais c'était vu comme une culture populaire très accessible. On avait les grands classiques, les Lucky Luke, les Gaston, les Astérix, que j'ai pas proposé de mettre ici parce que quelque part on les connaît tous. Mais là où j'ai le plus découvert la littérature, la bande dessinée, tout le reste, en fait, ça a été dans la bibliothèque, la médiathèque du coin et ensuite celle de Chambéry. Et je pense que c'est un élément majeur de l'accès à la culture.
pour plein de gens. Alors bon, j'ai eu la chance d'être dans un univers qui était quand même une sorte de petite bourgeoisie de province, pour le dire vite. C'est-à-dire mon père était militaire, ma mère femme au foyer longtemps, puis a travaillé dans un magasin d'optique. On n'était ni complètement fortunés, ni pauvres du tout. C'est-à-dire qu'on avait des moyens, on avait un accès à la culture, donc j'ai pas à me plaindre, mais le plus gros accès à la culture, je l'ai eu quand même par les bibliothèques. Voilà, d'où le fait que j'insiste un peu là-dessus. Et pourquoi j'insiste un peu là-dessus, et je vais faire un tout petit aparté, et j'espère que ça ne gênera pas les gens de la médiathèque. En ce moment, je trouve qu'il y a des attaques assez importantes du monde de la culture. Je me permets de faire un petit aparté là-dessus, et je vais essayer de ne pas vous saouler. Mais malheureusement, je trouve que c'est vraiment grave. Donc c'est pour évoquer, entre autres, ce que la région envisage de faire en termes de coupe de subventions. J'aimerais dire que c'est juste l'air du temps, que c'est comme ça, mais là c'est tellement énorme, la coupe est tellement énorme que ça me pose vraiment des questions sur un modèle de ce qu'on voudrait faire ensemble, de c'est quoi l'accès à la culture pour tous, c'est quoi d'imaginer qu'il y a des mauvais métiers subventionnés qui seraient les saltimbanques, en gros, les troubadours, qui sont des gens pas très sérieux, qui font du théâtre de rue, et qu'à côté de ça, on subventionne l'aéronautique, par exemple. Je donne ça comme d'autres exemples, hein, parce que finalement, on ne va pas taxer le fuel de la même manière pour un avion que pour un autre véhicule. Et là, d'un seul coup, c'est normal, c'est pour préserver les emplois. Donc ce double discours, je ne vous cache pas qu'il me surgonfle, et il m'inquiète beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est militant de propager un accès à la culture facile, de pouvoir se dire que n'importe qui, même un gamin comme moi, mais ça aurait pu être un autre type de gamin qui n'avait pas accès à la culture dans sa famille, ou accès à un type de culture, puisse complètement s'ouvrir les chakras dans un endroit comme ici. Voilà, ça c'était la petite partie militante, j'arrête, je ne vous mets pas trop en porte-à-faux, merci. Et l'autre truc, c'est que j'aime bien citer souvent les médiathèques et les bibliothèques quand je parle de ma théorie des cacahuètes, que peut-être certains connaissent ici, mais pas tous les autres, donc ça ne vous dit rien. Donc je vais peut-être l'évoquer vite fait, parce qu'en fait tout ce qu'on va évoquer, c'est des cacahuètes. Et il y en a qui les mangent au même moment. Voilà, souvent quand je suis dans un endroit comme ici, j'explique que c'est le meilleur endroit pour créer des idées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un certain nombre de fois, la question qui est posée aux auteurs et autrices, c'est mais où trouvez-vous vos idées? Et on me l'a posé, et au début, je me disais, les idées, oh là là, c'est très compliqué de vous dire, et puis j'ai fini par y réfléchir, en me disant, oui, c'est vrai, elles viennent d'où les idées? J'ai lu des bouquins de gens qui en parlaient, et un de ces bouquins m'a interpellé, c'est un livre de Gianni Rodari, qui est un Italien qui a écrit La grammaire de l'imaginaire. C'est un type qui a beaucoup parlé de contes, enfin, qui est un exégète des contes, et qui a créé des ateliers pour créer des contes avec des enfants. Et quand il crée des contes avec des enfants, il a une méthode qui est géniale, c'est qu'il prend deux mots au hasard et il les fait se percuter. Et c'est de là que j'ai en fait inventé la théorie des cacahuètes. Donc en fait j'ai complètement pompé ce qu'a fait Gianni Rodari, je l'ai juste un peu étendu. Mais parce qu'en fait une fois que j'ai pris cette petite brique qu'il a donnée, j'ai pu amplifier l'image et j'ai pu la faire passer de manière très simple avec ces histoires de cacahuètes, je vais y venir quand même. Mais je vais commencer avec l'exemple des deux mots. Je vais vous demander deux mots. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez me donner un mot de ce côté-ci? Cacahuète. Alors peut-être un autre, pour histoire de changer un peu, varier un peu, c'est un peu trop facile. Spirale. Alors spirale, et un autre mot par ici. Ah, c'est pas facile. Alors, je précise qu'il n'a rien à voir avec spirale. Je voudrais quelque chose, vraiment, ce qui vous vient à l'esprit, n'importe quoi. Jupette. Jupette, ok. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Et puis, on va voir si ça fonctionne. Et peut-être, je vous demanderai, au cas où, je vous demande un troisième mot, là, devant, ceux qui mangent des... Culture. Culture, ok. C'est un peu abstrait, mais pourquoi pas. Prenons spirale et culture. Et puis après, je peux prendre un autre. Voilà. Comment le cerveau va les associer? Et donc Gianni Rodari propose aux enfants qu'il a en classe de dire vous prenez deux mots et puis vous essayez de les associer de toutes les manières possibles. Donc là, comme c'est étonnamment, vous m'avez donné des mots qui sont presque un peu abstraits comme spirale ou culture. Jupette est plus concret, mais pourquoi pas, je vais essayer. On pourrait dire une jupette, une spirale de jupette. Bon, je vous laisse essayer d'imaginer ce qu'est une spirale de jupette. Donc moi j'imagine une sorte de tornade de jupette. Donc en fait je transforme déjà assez rapidement spirale en tornade, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais dans mon esprit je fais une association et je commence à me dire, ok, un ouragan de jupette. Et là j'obtiens ce que je vais appeler une idée. C'est-à-dire que jupette est une information, spirale est une information, ça préexistait à notre exercice.
Par contre, une tornade de jupettes, a priori, aucun de vous, à part les plus chelous, n'avait ça en tête avant d'arriver ici. C'est-à-dire qu'on vient de créer ensemble une idée. Donc ce que je trouve bien, et on aurait pu dire aussi, je ne sais pas moi, une jupette au cœur d'une spirale. Alors c'est un peu compliqué de se l'imaginer, mais pourquoi pas. Je pense à une spirale comme dans certaines mosaïques de cathédrales où on voit qu'il y a tout un symbole de labyrinthe en spirale. Et au milieu, il y a une jupette. Là, on est plutôt dans un univers Da Vinci Code, un peu, voilà. Que fait cette jupette mystérieuse au milieu de la cathédrale? Mystère. Bon, j'ai pas précisé que c'était des bonnes idées que j'étais en train d'avoir, j'ai juste dit c'est des idées, dans le sens, on n'a pas réfléchi là, il y a 5 minutes, on ne réfléchissait pas à une jupette au milieu de Da Vinci Code. Donc ce que dit Gianni Rodari, c'est qu'avec 2 mots qu'on fait se percuter comme ça, on peut trouver déjà pas mal d'histoires. Lui, il le fait avec des enfants, avec des mots très 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 concrets. Ça sera par exemple, prenons jupette et éléphant. Un enfant n'aura aucun problème à imaginer un éléphant en jupette ou un éléphant qui se met en tête de porter une jupette et qui part à la ville pour s'acheter une jupette, un éléphant qui est assis sur ta jupette et tu voudrais partir mais l'éléphant est assis sur ta jupette. On peut imaginer une jupette avec des motifs éléphants, etc. etc. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne très bien avec les enfants? C'est qu'ils n'ont pas de sens commun, j'allais dire, ils n'ont pas de sens critique. Un enfant n'a aucun problème à imaginer un éléphant en jupette. Un adulte, éventuellement, va commencer à se dire « oui, enfin, tout cela n'est pas très sérieux ». Et donc, il y a beaucoup de ces idées qui disparaissent dans les tréfonds de notre inconscient, alors même qu'ils ont existé dans notre cerveau pendant un instant. Donc, ce que montre cette méthode, c'est que une idée, c'est 2 mots qui se percutent, qui créent quelque chose. Moi, j'appelle ça une électricité. Et ça donne déjà une première image de ce qu'est la créativité, à mon sens. Donc là, je vous demande un effort d'imagination, c'est d'imaginer que votre cerveau, c'est cette bibliothèque. Donc là, on est à l'intérieur de votre tête. Et imaginez que, alors j'ai appelé ça, ces informations, des cacahuètes, parce qu'un jour, devant des enfants, j'ai dit des cacahuètes, ils étaient morts de rire, c'est resté, et depuis, je ne peux plus sortir de cette image. Donc imaginez que vous avez lu un bouquin, et vous balancez une poignée de cacahuètes dans cet espace, et je vous demande un dernier effort d'imagination, cet espace est en apesanteur. Donc il n'y a pas de pesanteur, les cacahuètes vont voler dans l'espace à jamais, parce que, je vous le rappelle, un principe d'astrophysique très simple, pas de frottement, le mouvement à l'infini. Donc les cacahuètes ricochent n'importe où dans l'espace de cette médiathèque, et par hasard se percutent de temps en temps. Et j'insiste sur le par hasard, pourquoi? Parce qu'il y a une vision de la créativité qui est assez française, qui est de dire l'auteur avec un grand A, ou l'autrice avec un grand A, sont des sortes de génies hors du temps, et par leur génie, et par l'étincelle de l'imagination, un petit peu un truc divin qui leur tombe dessus, l'idée jaillit. Or, ce que j'aime bien avec cette image de cacahuète, c'est pour ça sans doute que j'aime bien le terme, c'est que ça vient dédramatiser tout ça, le déromantiser. On dit, ah oui, ok, des idées, c'est des cacahuètes dans un hangar en apesanteur, et ça se percute par hasard. Ça veut dire que si on n'a pas beaucoup de cacahuètes dans le hangar, il n'y a pas beaucoup d'idées, quoi. Simplement ça, c'est que si je n'ai lu que 3 livres dans ma vie, j'aurai 3 poignées de cacahuètes qui vont se chercher à l'infini. Le hangar, il est grand quand même, hein. Donc pour que ça se percute, c'est vraiment tous les 3 mois, quoi. Si, à l'inverse, vous avez tout ce qu'il y a ici, des livres de tous les côtés, vous essayez de les lire, vous vous plongez dedans, vous êtes un peu curieux, c'est des centaines de cacahuètes qui vont être là-dedans, et donc ça va se percuter tout le temps. En fait, quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui a de la culture. Mais quand je dis de la culture, c'est pas forcément au sens où on l'emploie parfois de culture générale, avec une notion un peu livresque, un peu, il y a la culture, est-ce que tu parles grec, est-ce que tu parles latin, est-ce que tu as de la culture générale, est-ce que tu connais tous les rois de France? Non, je parle de culture au sens très vaste du terme, au sens très pop, très populaire du terme, ce qu'on trouve dans une médiathèque. C'est un mélange de culture classique et de manga, et de musique, et de 60 millions de consommateurs. Ce mélange-là, il est vraiment propice statistiquement à ce qu'il y ait plein de chocs de cacahuètes qui arrivent. Et deuxième chose qu'on comprend assez spontanément avec ces exemples, et je vais revenir à... Alors je vais reprendre ce que vous aviez dit avec jupette par exemple. Imaginons que l'une d'entre vous ait dit et robe. Et j'essaie de faire se percuter ces 2 mots. Là, qu'est-ce qu'on constate assez spontanément? C'est que ça ne marche pas très bien. Parce que je vais dire, ok, jupette, robe, c'est un peu la même chose, mais pas vraiment. Une jupette avec une robe avec une jupette, bon, on a vite fait le tour. Pourquoi? Parce que c'est le même champ sémantique, c'est le même univers. J'aurais pris éléphant et crocodile, bon, éventuellement, il peut y avoir une histoire entre les deux, mais quand même, on est un peu encore dans l'univers des animaux de pays lointains. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que non seulement ces cacahuètes, il faut qu'il y en ait beaucoup,
pour qu'elle se percute souvent, mais il faut qu'elle soit variée. Si je suis par exemple un amateur de manga, et que je ne lis que des mangas, j'aurai des idées de mangaka. Je veux dire par là, j'aurai des idées de quelqu'un qui ne lit que des mangas. Alors c'est pas forcément grave, parce que après tout, je peux aimer One Piece d'un côté, Naruto de l'autre, ça se percute, je trouve une idée nouvelle, il n'y a peut-être pas de manga qui a traité de ce sujet qui est entre les deux, mais tous les amateurs de manga du monde ont lu Naruto, ont lu One Piece, et auront probablement les mêmes idées au même moment. C'est une sensation qu'on connaît très bien quand on est auteur, que peut-être vous avez déjà eu, c'est que vous avez une idée géniale, vous dites « Oh, attends, là je tiens un truc !» Et au même moment, vous apprenez qu'aux États-Unis ou au Japon, quelqu'un lance une série avec votre idée. Enfin, c'est pas votre idée, hein, mais avec la même idée. Ça arrive tout le temps, parce que c'est normal. Il y a même un terme technique, on appelle ça la noosphère. C'est l'endroit où les idées se créent. Cette noosphère, elle a de commun la culture populaire mondiale. Tout le monde, à peu près, a vu Harry Potter. Tout le monde, à peu près, d'un certain âge, a lu One Piece. Tout le monde a écouté du Britney Spears. Donc oui, c'est des choses différentes. Il n'y a pas grand-chose à voir entre One Piece et Britney Spears, mais tout le monde a cette culture-là. Ça veut dire que là, on pourra avoir des idées originales, certes, mais on sera nombreux à avoir en même temps des idées un peu proches. Donc l'idéal, quand quelqu'un me dit, par exemple, j'adore le manga, je lui dis, rentre dans une bibliothèque comme ici, et c'est pour ça que c'est vraiment bien de... Voilà, et prends un bouquin sur les icônes, la mode, et vois ce que ça donne. Prends ça je vais l'aborder, c'est moi qui ai demandé à ce qu'il soit là. Prends un bouquin sur la philosophie vue depuis la Chine. Parce que ça va faire rentrer des cacahuètes qu'a priori les autres amateurs de manga n'auront pas lu. Statistiquement, simplement. C'est pas pour faire son malin, c'est pour nourrir une pensée nouvelle. Et pourquoi j'insiste sur la nouveauté et sur l'originalité c'est parce que alors là je le précise, c'est pour quelqu'un comme moi qui suis auteur, qui veut gagner ma vie avec. Si je veux gagner ma vie en tant qu'auteur, si je veux vendre mes BD, il faut que j'arrive à convaincre les éditeurs que mes BD sont originales. Il faut qu'on n'ait pas l'impression de les avoir lues 1000 fois. Parce que c'est tout le problème de tous les auteurs, toutes les autrices, c'est qu'on doit se démarquer des autres. C'est un peu horrible ce que je dis, mais c'est un monde très concurrentiel. Le milieu de la culture est très concurrentiel. Il y a même des théories qui disent que c'est un des milieux les plus concurrentiels possibles, qu'on est presque à la pointe du capitalisme en fait, parce qu'on n'a pas de chômage, on se bat pour placer nos livres, et on essaie d'être les meilleurs à chaque instant. Donc en fait, on est la pire représentation du néolibéralisme, sauf qu'on est des auteurs, donc tout ça est très romantique. La vérité, c'est que si on n'a pas une idée originale, on n'est pas publié. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'originalité. Mais ceci étant dit, là je vous parle de BD, quel que soit votre domaine, quel que soit le métier que vous avez, ça fonctionne de la même manière. On peut être expert comptable, j'aurais tendance à vous dire à ce moment-là, ne regardez pas que des tableaux Excel si vous voulez inventer une nouvelle forme de comptabilité. Allez voir autre chose. Honnêtement, j'y connais vraiment tellement rien. J'arrive même pas à le dire. La comptabilité, c'est une sorte de phobie, parce que je dois la faire. Mais du coup, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'il peut y avoir une créativité comptable. Il y a de la créativité dans la physique quantique. Je ne la comprends pas, c'est juste ça, mais je vois bien que tous les mathématiciens, à un moment donné, ont eu un éclair de génie en ayant une image qui leur est venue, si ça se trouve, d'un film, d'une chanson, alors peut-être pas de Toxic, de Britney Spears, mais pourquoi pas ? On peut tout imaginer, quoi. Donc l'intérêt d'une bibliothèque, c'est précisément que ça concentre une diversité et une quantité et une variété de cultures. Donc pour moi, c'est l'outil idéal de la créativité. C'est pour ça que je dis vraiment à tous les gamins, mais aussi tous les adultes, venez ici. Et par exemple, ce que je leur propose, c'est ce que je fais moi. C'est je prends des bouquins au pif. Là, la dernière fois, j'avais pris ça, c'est pour ça que je l'ai demandé. Bestiaire extraordinaire de Kiyosai, qui est magnifique. Je ne connais rien de ce type. Voilà. J'avais juste envie de voir comment il représentait des monstres et des animaux. C'est d'une beauté incroyable. Voilà, ça, c'est une espèce de petit crustacé qu'il a croqué en 3 coups de pinceau. C'est ultra beau. Est-ce que je vais faire une histoire avec ça ? Non. Comment dire ? Là, je vous ai dit comment ça fonctionne dans ma tête. Ça ne veut pas dire que chaque livre est utile. Je ne suis pas en train de me dire à chaque bouquin que je prends, futur best-seller, si. C'est pas aussi calculé. Mais l'air de rien, il n'est pas impossible qu'un jour, en repensant à un scénario, je me dise « Ah, il n'y avait pas cet illustrateur-là qui avait fait un truc génial à propos d'une légende japonaise avec des yokai ou que sais-je. » Et puis de là, je vais aller chercher l'information à nouveau. Donc voilà, là j'ai brossé un petit peu le pourquoi de l'intérêt que je porte aux médiathèques et bibliothèques, entre autres choses, mais on m'a demandé quand même un truc un peu plus précis, qui n'était pas juste une lettre d'amour à votre métier, mais d'évoquer des bouquins.
Alors là, les premiers que j'ai décidé de montrer, enfin j'ai décidé parce que je les ai vus et ils étaient cachés, mais j'ai décidé de vous les montrer parce que ça fait partie de mes tout premiers souvenirs. C'est des livres de Frederick Brown, c'est un auteur américain de science-fiction. Dans les années 70, la science-fiction, c'était américain. On a eu droit en fait à toutes les traductions de tout ce que faisait de mieux la science-fiction américaine d'un coup. C'est-à-dire qu'on a bénéficié d'une espèce d'effet de perspective rapproché. J'avais l'impression que les Américains ne faisaient que de la bonne science-fiction. En fait, c'est parce qu'on nous a traduit presque 40 ans de science-fiction d'un coup. Et Frederick Brown, c'est un auteur pas très très connu, mais que j'ai adoré parce qu'il était extrêmement drôle, il est extrêmement drôle, assez caustique. C'est un roi de l'histoire courte. Pas dans ses... Alors, Martien Go Home, c'est sur une histoire d'invasion d'extraterrestres qui viennent juste nous observer puis se foutent de notre gueule. Et en fait, on ne peut pas les faire partir. Puis ils se posent, ils vous regardent faire des trucs. En plus, ils peuvent voir à travers les murs et les draps. Donc en plus, c'est des gros voyeurs, quoi. Ils sont insupportables et c'est super drôle. Et il y a aussi l'univers en folie c'est un de mes premiers exposés en primaire. Ça a été de parler de l'univers en folie. J'étais trop fier de moi. J'avais dit alors ce qui est bien dans ce livre de Frederick Brown. Et là, je me retrouve devant vous presque 40 ans plus tard. C'est plus les mêmes illustrations dessus, c'est marrant. C'est là que je vois que ma Madeleine de Proust n'est plus exactement la même. C'est sur un auteur qui est en train d'écrire. En fait, il aime bien parler des auteurs de science-fiction. Je vais y revenir parce que ça a une importance sur ma psyché. Il parle souvent d'auteurs de science-fiction ratés. Et là, c'est un auteur de science-fiction qui est en train d'écrire quelque chose. Et d'un seul coup, il y a une explosion et il se retrouve catapulté dans un autre univers. Il comprend en cours de route qu'en fait, il a été catapulté dans l'univers qu'il était en train d'imaginer. Soit dit en passant, il y a des points communs avec un certain nombre de choses que j'ai pu écrire. Je m'en rends compte à l'instant. Et il avait fait aussi des nouvelles, dont une était encore sur un écrivain de science-fiction raté, décidément, qui m'avait complètement traumatisé. C'est un type donc en fait qui n'a pas du tout de succès. Il est sur sa vieille machine Remington. J'aimais bien cette iconographie aussi, vous voyez, du vieil, un peu comme un détective, quoi. Donc il est sur sa vieille Remington, il fume des clopes, il boit de l'alcool. Enfin, c'est tout est craspec en fait. J'ai lu ça, j'avais 8 ans. Je tiens à préciser un peu et j'adorais cette idée. Et donc il écrit sa nouvelle de science-fiction. Et en fait, il n'a pas de succès. Et d'un seul coup, un mur explose, il y a un faisceau de lumière, des extraterrestres débarquent et disent en fait, vous êtes le seul, grâce à une de vos nouvelles, à avoir compris qu'on existe. Et notre univers existe vraiment. Donc une fois de plus, il y a l'idée que l'imagination est au pouvoir. Et ils l'emmènent chez eux. Et en gros, là-bas, ça devient un empereur, quoi. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et moi, j'étais en train de me dire, mais c'est trop bien ce truc. Donc en fait, j'avais piqué une bouteille d'alcool de mes parents. Je précise qu'elle était vide. Je l'avais remplie avec du thé. Et je mimais l'auteur de science-fiction raté qui essaie d'écrire. Vous imaginez un peu le... Ouais, ça fait un peu peur. Enfin, en même temps, je trouve ça assez drôle, quoi. Donc j'étais comme ça, puis je disais, ouais, parce que bon... Ce qui est marrant, c'est que ma fille fait ça actuellement, donc ça me fait moins rire, mais je me rends compte que c'est un gag qui a l'air d'être assez universel, faire la personne bourrée, quoi. Et donc j'étais fasciné par l'idée de faire semblant de fumer des clopes, de faire semblant d'être bourré, de faire semblant d'être un auteur. Mais ce qui est marrant, c'est que derrière ce côté hyper transgressif, en fait, j'étais en train de me dire, waouh, c'est trop bien, il me parle de quelqu'un dont le métier, au-delà de l'histoire, consiste à écrire des histoires. Et ça, j'ai fantasmé dessus très 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 vite, avant même de savoir ce que je ferais plus tard. C'était simplement, je me disais, c'est vraiment trop cool, quoi. Donc de savoir qu'un bouquin comme ça peut mettre ce type d'idée en tête, je trouve ça assez rigolo, d'essayer de remonter la genèse, en fait. Et de même, dans la genèse, dans les trucs qui m'ont marqué à cette époque-là, Sa Majesté des Mouches, là encore, ça n'est pas du tout la bonne couverture, si je peux me permettre. Celle-là a été refaite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bah oui, parce que c'est un peu normal. Hein, qu'ils aient... Non, c'est le public qui a changé, mais bon, j'ai vieilli aussi. Sa Majesté des Mouches, énorme choc émotionnel, littéraire, tout, et que je cite aussi facilement parce que la série Seul, tu l'as dit, est assez inspirée de ce bouquin. Un bouquin que vous connaissez peut-être, donc Golding. Alors, c'est intéressant parce qu'on reparle de ce bouquin maintenant en le critiquant. Alors, il y en a qui ne le connaissent pas, je pense, je vois des regards un peu affolés. Donc, Sa Majesté des Mouches, c'est le récit, je vais sans doute le caricaturer, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe, mais j'imagine que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'un navire sur lequel il y a une classe de jeunes garçons de 12 ans est torpillé, tous les adultes meurent, donc on est un peu dans l'esprit de Seul où tous les adultes disparaissent, et cette classe de jeunes garçons se retrouve échouée sur une île. Et en fait, ils se retrouvent seuls, donc c'est que des enfants, c'est que des garçons. Et ce qui est fascinant dans ce bouquin, c'est qu'en fait, il recrée une petite société très vite. Mais là où j'étais habitué un peu, moi, à un univers de Robinsonade, quoi, du style Robinson Crusoe, qu'on étudie aussi à l'école, hein, entre autres avec les livres de Fournier, les limbes, les limbes du Pacifique.
Là, dans Sa Majesté des Mouches, ça vire très 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 mal, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants s'entretuent. Il y a quand même un moment où des enfants tuent d'autres enfants. Et surtout, je dis ça parce que ça donne son titre, à un moment donné, il chasse le cochon sauvage pour survivre, et donc il tue un cochon sauvage, et il plante la tête du cochon sur un pieu. Et il y a un des gamins qui, parce qu'il a assisté à la mort des autres enfants, ou je ne sais plus pourquoi, il devient fou, et il se met à parler avec cette tête de cochon. Et c'est cette tête de cochon qu'il appelle Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies. Autant vous dire l'impression très forte que ça peut créer sur un gamin de 10 ans. J'ai surkiffé ça. On pourrait penser que c'est un peu chelou. Mais en fait, pourquoi je l'ai surkiffé et pourquoi je parle très facilement de ce bouquin et pourquoi c'est un des premiers auxquels j'ai pensé, c'est précisément parce que ça me permet d'évoquer pourquoi je pense que la littérature jeunesse peut être un peu traumatisante. Qu'est-ce qui fait que moi, à 10 ans, j'ai kiffé de lire un bouquin aussi dur? Parce que je me suis dit, ouf, je ne suis pas tout seul à avoir des idées cheloues, quoi. Et en plus, un mec a été payé pour écrire ça. Donc là, ça recoupe l'idée qu'on peut faire un métier en écrivant un bouquin. À la même époque, je lisais, j'aurais pu le sortir, Barjavel et Ravage. Le bouquin Ravage de Barjavel, qui est assez odieux aussi, enfin hyper dur, très violent, complètement clairvoyant, je pense, sur notre société, parce qu'en fait, ce que dit Barjavel, c'est qu'on est addict à l'électricité. Et que si d'un seul coup, pour des raisons XY, l'électricité était coupée, la société s'effondrerait en quelques jours. Ce que je crois assez passablement vrai encore maintenant. Et il évoque des journaux dont les images bougent toutes seules. Quand on y repense, là aussi, c'est quand même... Bon, bref, c'est plein de très bonnes idées. Je fais un aparté en disant, au demeurant, et Barjavel et Golding ne sont pas forcément des gens fréquentables. Tu le rajoutes dans la bibliothèque. Tu peux le rajouter. Je ne suis pas sûr que je partage les idées politiques de Barjavel. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix adhérer à sa vision du monde. Je pense que Barjavel est un peu misogyne. Et j'adhère pas complètement non plus avec le recul au fait que William Golding a une vision de l'humanité qui est foncièrement pessimiste. C'est-à-dire que Golding imagine qu'on met des enfants sur une île, ils s'entretuent, ils deviennent fous. Quand j'étais enfant, le fait de lire ça, ça m'a pas fait du bien parce que je me suis dit, le monde c'est horrible, on va tous mourir et devenir fous. Ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, voilà un livre qui parle d'enfants, mais qui m'en parle comme si j'étais un adulte. En fait, c'est un livre qui me prend au sérieux. Et ça, j'ai trouvé ça super important, d'être pris au sérieux par un auteur. Je ne suis pas sûr que Golding écrivait pour des enfants, soit dit en passant, mais moi, je l'ai pris comme tel. Et donc, je me suis senti moins seul. Et c'est pour ça que j'ai fait un bouquin qui s'appelle « Seul ». Et c'est pour ça aussi que j'ai fait « L'herbier sauvage », que je peux remontrer ici. Donc, qui sont pour public averti, c'est écrit dessus avec un gros patch rouge, si avec ça, je n'en fais pas lire. Qui était bizarrement ma version adulte de pourquoi j'écris seul. J'écris seul pour les enfants, pour leur dire vous n'êtes pas seul à avoir des pensées morbides, et j'ai écrit L'herbier sauvage pour dire à des adultes vous n'êtes pas seul à avoir une sexualité qui est ce qu'elle est. Parce que là-dedans, en fait, il y a 70 récits à peu près, 70 personnes qui m'ont parlé de sexualité, 70 façons d'envisager la sexualité, parfois complètement contradictoires, parfois que vous détesteriez, parfois que vous adoreriez, mais aucune n'est similaire. Et en faisant les entretiens, je me suis rendu compte que la plupart des gens que j'interviewais avaient la même crainte que moi, à savoir, est-ce que je suis bizarre? Est-ce que ma sexualité, elle est bizarre ou pas? Est-ce qu'elle est dans les normes? Ça va? Est-ce que je suis OK? En vrai, c'est un peu ça, quoi. Parce qu'en gros, je me rendais compte que la plupart des gens avaient la même double injonction contradictoire. C'est pas grave, hein, tu peux laisser... laisse tomber. Cette injonction contradictoire, elle est d'un côté qu'il ne faut pas être trop coincé, parce que 68 est passé par là, il faut quand même avoir l'esprit ouvert. On voit bien que même le magazine Marie-Claire ou Elle va vous dire au moment de l'été la fellation ciment du couple, je cite des titres qui ont existé. Donc il y a un côté genre, ok, bon, donc visiblement tout le monde fait ces choses, il y a le dossier sexo de l'été, etc. Mais ça peut créer un malaise parce que tout le monde n'a pas envie de ça. Et puis l'autre injonction, c'est n'en faites pas trop quand même. Parce que si vous en faites trop en tant qu'homme, vous êtes un porc. Si vous en faites trop en tant que femme, vous êtes une salope. Pour citer malheureusement les étiquettes qui sont posées de part et d'autre. Et le problème, c'est que ces deux lignes rouges, elles sont floues. C'est pas comme si on me disait, bon, il y a telle et telle pratique, c'est ok, telle et telle pratique, c'est pas ok. Ça dépend des gens. Et donc il y a une espèce de flou artistique et de double injonction. Et de pouvoir lire le bouquin et de se dire à un moment donné, ce qui m'a été vraiment beaucoup dit par des lecteurs et lectrices, ah ouf, oula, ça me fait du bien parce que là, il y a 3 récits. Je me suis dit, c'est moi. Donc je ne suis pas tout seul.
Et c'est juste ça, c'est pas pour dire tout le monde pense comme moi, parce qu'en sexualité, personne pense pareil. C'est simplement de se dire à un moment donné, je ne suis pas tout seul. Et on en revient à ce qui fait pour moi la force de la littérature, c'est qu'on peut être dans un coin, tout seul, un gamin qui vient ici, qui est mal dans sa peau, ce que j'étais, hein, clairement, qui est morbide, qui a des grosses angoisses existentielles, il prend le bouquin, il se met dans un coin, il est comme ça, là, et l'air de rien, dans sa tête, il y a un Big Bang qui est en train de se faire. Il se dit, ah ouais, ok, ah oui, oh, je suis peut-être pas complètement chelou. Enfin, si, en vrai, je le suis, mais je le suis à un point qui est acceptable dans une bibliothèque. Et ça change la vie. Moi, honnêtement, ça m'a peut-être pas sauvé la vie au sens littéral du terme, mais ça m'a empêché de devenir dingue. En tout cas, ça m'a permis d'aller mieux, voilà, si on veut pas être mélodramatique. Mais c'est toujours plus fort de dire ça m'a empêché de devenir dingue. Et l'autre truc, je reviens à l'idée de la double injonction. Alors, est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, etc. Pareil, c'est un des trucs géniaux d'un livre. Un livre vous permet d'entrer dans la tête d'autres personnages. Et en plus, vous n'êtes pas obligé, comme c'est un truc très intime, à la limite, regarder un film aussi, c'est relativement intime, hein, on n'est pas obligé de faire savoir à tout le monde autour ce qu'on ressent. Mais en tout cas, le contact avec une œuvre culturelle nous permet de se dire en notre fort intérieur, waouh, je participe d'une expérience de vie qui n'est pas moi, qui m'est dit par quelqu'un d'autre, et donc je vis une deuxième vie. J'ai une espèce d'ubiquité incroyable, je peux vivre par télépathie, ce que me dit l'autre auteur, c'est Stephen King qui décrivait la littérature comme une télépathie. Et en fait, vous rentrez dans la tête de quelqu'un, la personne vous envoie un truc dans la tête, c'est quand même un pouvoir magique de malade. Et le tout pour presque rien, écrire un morceau de papier, un bic, et c'est bon, quoi. C'est un arte povera, c'est un art du pauvre, en fait. Et la BD aussi. La BD, c'est du papier, des crayons, des idées. Ça coûte rien du tout. Et avec ça, on fait des univers, quoi. Donc, et ça aussi, ça faisait partie des choses qui me permettaient de ne pas être fou. Alors, une fois de plus, je dramatise mon propos, hein, mais j'étais pas bien dans ma peau. Je vois des gens dont le métier est d'inventer des univers, et ben je me dis que plus tard, un jour, je ferai la cuisine des ogres, où il y a des ogres qui mangent des petites filles. Et on pourrait dire c'est très morbide, on pourrait dire c'est vraiment... tout ça est très sombre. Oui, mais c'est de la catharsis. L'espace d'un instant, quand on est un enfant et qu'on imagine un univers, on est un démiurge. D'un seul coup, on ne subit pas notre vie. D'habitude, le gamin, rappelez-vous ce que c'est que d'être un enfant si vous y arrivez, ou d'être au collège. Collège qui ressemble un peu quand même au dernier cercle de l'enfer, quoi, soyons clairs. C'est-à-dire, on est obligé d'y aller tous les matins, alors que ça va être l'enfer une bonne partie de la journée. On est contraint à chaque instant de ses horaires, on ne mange pas ce qu'on veut, on ne choisit rien, on n'est pas avec les gens qu'on voudrait. Et le soir, on fait des devoirs en plus. Je le constate en ce moment avec ma fille. Honnêtement, je préfère ma vie maintenant, soyons clairs. Donc c'est ultra contraint. Je ne parle même pas de ce qui peut être de l'ordre du racket, des rapports de domination. Et je ne parle pas non plus, ce qui n'a pas été mon cas, je le précise, mais de ce qui peut être de l'ordre de la maltraitance familiale. C'est-à-dire qu'on peut aussi vivre quelque chose d'extrêmement dur chez soi en tant qu'enfant. Quand il y a eu les confinements, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est de me dire « Waouh, il y a des endroits où ça va être vraiment très dur ». Parce que pour peu que ça soit une famille dysfonctionnelle, quand je dis dysfonctionnelle, ça ne veut pas dire qu'elle est anormale, simplement quelqu'un quelque part ne va pas bien, voire est violent, et malheureusement les statistiques montrent que c'est fréquent, et ben ça va être un microcosme complètement fermé. Et quand on est un enfant et qu'on subit ça, et ben l'imagination, les histoires, je disais c'est un des thèmes qui traverse une partie de ce que j'écris, mais les histoires, pour moi c'est ce qui sauve psychiquement. Voilà. C'est une échappée où on se dit à un moment donné, bon là ce que je vis je ne peux pas le contrôler, par contre mon imaginaire je peux le contrôler. Et ce qui est intéressant c'est que tous les gens qui ont été emprisonnés ont développé ce type de choses. Et c'est pour ça que ça j'ai voulu l'aborder. Alors je ne sais pas si c'est là, c'est dans Paco les Mains Rouges, qui est l'histoire d'un bagnard qui, donc dans les années 30 en Guyane, et il sera question d'une histoire d'amour entre deux hommes et du fait que l'un de ces deux bagnards fait des tatouages et que sa façon de lutter contre la folie de l'incarcération, c'est les tatouages et le fait d'imaginer des dessins. Donc c'est vraiment un hommage très clair à ça, à l'idée que l'imagination est une des rares choses qui permet de s'en sortir, voilà, à certains moments de sa vie. Et dans la cuisine des ogres, c'est même très très direct ce que j'évoque sur les maltraitances, parce que le thème de fond de la cuisine des ogres, c'est l'inceste. Et j'ai voulu écrire une histoire qui serait lue, idéalement, par des victimes d'inceste. Et pourquoi pas des enfants. Je veux dire, pas simplement, quand je dis simplement, c'est pas le bon mot, mais moi par exemple j'ai adoré le bouquin, j'aurais pu aussi le demander, Triste Tigre, de Neige Sino, si vous l'avez, qui est vraiment sensationnel. C'est quelqu'un qui parle de son expérience de l'inceste, c'est un livre formidable, mais pour moi c'est un livre pour adultes.
une adulte s'adresse à des adultes. Et quand j'ai écrit La cuisine des ogres, c'est en lisant le rapport de la Civise, que peut-être vous avez parcouru ou dont vous avez peut-être entendu parler des résultats, qui rappelle ce qu'on sait déjà depuis des années, hein, qu'il y a à peu près un enfant sur 10 qui serait victime d'inceste. Donc ça pareil, on se dit quand même 1 sur 10, ça, bon, et peut-être 3 sur 10 victimes d'abus sexuels. On est dans du systémique. Donc j'en reviens à ça. Ça veut dire qu'ici, là, tout de suite, dans cette bibliothèque, vous avez un certain nombre de gamins traumatisés quoi, qui passent, et d'adultes qui ont été avant traumatisés, pour lesquels la lecture peut-être est un petit havre de paix, de catharsis psychique, y compris avec des bouquins très durs. Est-ce que j'en ai? Alors bon, effectivement, Barjavel en fait partie. Parlons de choses très dures. Tiens, La nuit des morts vivants, parce que j'ai quand même sélectionné aussi... On peut passer la bande-annonce? Parce qu'après tout, La nuit des morts vivants, interdit aux moins de 16 ans, ça promet quand même un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu ici? Oui. C'est vachement bien en fait. Vous allez voir, c'est daté, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est quand même bien. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. It's hard for us here to believe what we're reporting to you, but it does seem to be a fact. What's happening? Murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers. Chief, do you think we'll be able to defeat these things? Yeah, they're dead. They're all messed up. We're safe in here. For how long, honey? Good luck. Good Lord. They're coming to get you, Barbara. On voit qu'on est dans de la grande littérature. On en profite pour regarder aussi. On va rester sur celui-là pour l'instant, si ça vous dérange pas qu'on fasse des petites pauses. Hein, mais... Alors voilà un exemple. En fait, j'ai pas eu envie de vous montrer des grands chefs-d'œuvre du cinéma, parce que les grands chefs du cinéma, il y a des gens qui vont en parler mieux que moi. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction et de l'horreur, mais c'est assez kitsch, c'est assumé, je ne dirais pas que c'était pensé comme tel, mais moi, c'est séminal, un film comme ça, à plein de titres. La première chose qui me frappe quand je le revois, c'est que ma série Seul a été une des premières séries franco-belges dont le héros est noir. Et que ici, dans La nuit des morts vivants, c'était un des premiers films américains où un héros noir se bat et arrive à protéger un groupe, au demeurant un groupe qui est un peu raciste parfois. Et vous avez vu cette petite image où on voit le journal télévisé qui montre un redneck, quoi, un type avec ses cartouches, avec son fusil, en train de dire ouais, « on va les dégommer les zombies ». C'est assez à l'image de Trump actuellement des États-Unis maintenant, et la fin du film est glaçante. C'est-à-dire qu'elle est pas du tout ce qu'on pourrait attendre du film. Je préfère pas vous la spoiler, parce qu'elle est vraiment bien. Mais elle est glaçante. Et donc il y a une sorte de catharsis là-dedans, et moi ce que j'aimais bien là-dedans, et ce que j'aime bien dans la bande dessinée, c'est que clairement on va se dire ça, par exemple, c'est pas de l'art majeur, quoi. Et j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure en disant mes parents ne voyaient pas la bande dessinée comme un art majeur. Et ben moi non plus. Et c'est pour ça que j'en ai fait. Parce que le problème éventuel qu'il peut y avoir dans une bibliothèque comme celle-là, c'est d'être confronté à des chefs-d'œuvre. Or, les chefs-d'œuvre, c'est bien à petite dose. Et à grosse dose, ça inhibe. Et moi, par exemple, j'ai eu ça avec la littérature, et j'ai eu ça beaucoup avec le cinéma. C'est que j'étais paralysé par les chefs-d'œuvre. Une fois qu'on a lu Dostoïevski, c'est difficile de se dire « Allez, je vais reparler de la guerre ». Ou alors, je regarde Apocalypse Now, pareil, est-ce que je fais un film sur la guerre, quoi. Il y a un truc dans le cinéma et la littérature, un peu dans la musique aussi, j'y reviendrai peut-être avec les 2 albums que j'ai choisis là, qui moi me paralysait. Je me disais mais ouais non mais ça a été fait par des génies. Pour le coup là, c'est marrant, hein, je vous ai dit juste avant que pour moi il n'y a pas de génie dans la créativité, mais à mes débuts, j'avais vraiment l'impression qu'en gros soit on est bon, soit on l'est pas, et je me sentais pas particulièrement doué pour grand chose, sauf que la bande dessinée et les films d'horreur, parce que ça, pour moi, ça ne ressemble pas à du grand cinéma. C'est un espace de liberté et de mauvais goût
que la littérature et le grand cinéma ne permettaient pas. Et donc en fait ce qui est marrant, c'est que je suis rentré par effraction dans l'art, qu'entre-temps l'art de la bande dessinée, entre autres, a été considéré comme majeur plus tard. J'ai été embarqué, si vous voulez, par des courants ascendants. Et du coup, quelque part, maintenant, je peux dire, oui, c'est un art majeur, tout à fait intéressant, et d'ailleurs, tiens, ça m'amène à parler de ça, qui est extrêmement bien expliqué dans L'Art invisible de Scott McCloud. Si vous voulez avoir une vision positive de ce qu'est la bande dessinée comme un art, un véritable art, avec un grand A, il faut lire ça, c'est génialissime. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté dessus. Mais quand je me suis mis à la BD, c'était pas ça le truc. Pour moi, la BD, c'est... À l'époque, j'étais lecteur de Télérama, car je viens d'une famille catholique de gauche, ça existait à cette époque. Dans Télérama, typiquement, quand un film n'était pas très bon, il disait « on dirait une sympathique bande dessinée ». Voilà, c'était vraiment, genre ça veut dire c'est coloré, le scénario tient sur un papier de cigarette, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Et en fait, moi, quelque part, je me disais, et pareil avec ça, à l'époque, c'était genre film tout pourri avec des zombies. Alors qu'en réalité, maintenant, quand on revoit La Nuit des Morts Vivants, on se rend compte qu'il y avait un sous-texte politique. Et ce qui est rigolo avec le temps, c'est que par exemple, Télérama est passé à côté de La Nuit des Morts Vivants en 68, et quand Romero, bien plus tard, a fait de mauvais films de zombies, parce qu'il a mal vieilli, parce que c'est des choses qui arrivent aux meilleurs d'entre nous, d'un seul coup, Télérama a essayé de rattraper son retard en disant « Génie ! Génie ! En fait, il parle du lampam prolétariat !» Et en fait, malheureusement, c'était au moment des mauvais films de Romero. C'était à cette époque qu'il fallait dire que c'était génial. C'était pas avec les mauvais films de la fin. Alors, il y aurait débat, il y en avait des pas si mauvais. Mais il y en avait des vraiment pas bons, parce que quelque part, il finissait par se pasticher lui-même, à trop enfoncer le clou, et puis finalement, l'espèce de coup de génie qu'il a eu avec ce film-là, qui est parfois mal gaulé. On voit au début le premier zombie, il fait pas très peur, il y a un peu un côté... Et puis plus ça va dans le film, plus ça fait quand même vraiment peur. Et ben voilà, les films gore, j'en ai dévoré aussi en médiathèque. Parce que maintenant, ça se trouve... Ça dépendait des époques, hein, soit étant passant. C'était pas toujours trouvable en médiathèque. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est venu avec le temps. Alors je passe du coq à l'âne, parce que rien ne me fait peur. Donc, l'art invisible, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Scott McCloud s'est dit à un moment donné, et si je parlais de la bande dessinée comme d'un art majeur, et déjà, est-ce qu'on devrait appeler ça bande dessinée ? Et ce que lui propose, et ce qui moi m'a ouvert des perspectives par rapport à mon propre art, c'est de dire, en fait, on devrait appeler ça art séquentiel, ce qui est un nom qu'a proposé Will Eisner, un autre grand de la BD. Et il dit, l'art séquentiel, si ça consiste à mettre 2 images l'une à côté de l'autre, et il y a un rapport entre les 2 images, et on crée le rapport entre les 2 images par l'imagination, à ce moment-là, la création des premières bandes dessinées, c'est pas le 19e siècle, comme on le dit de manière un peu coutumière, genre il y a eu Topfer, un Autrichien, qui a inventé plus ou moins la bande dessinée, et puis ensuite on connaît tous les comics américains, tout le 20e siècle. Mais si on dit que c'est 2 images l'une à côté de l'autre qui racontent une histoire, on remonte aux cathédrales, on remonte aux scènes, aux différentes étapes de la crucifixion du Christ. C'est en pierre, c'est pas dessiné, mais c'est de l'art séquentiel. Les vitraux sont de l'art séquentiel. Les hiéroglyphes sont à la limite de l'art séquentiel selon les murs. C'est-à-dire que si c'est vraiment des glyphes, c'est pas vraiment de l'art séquentiel. Mais si on prend un panneau qui montre, par exemple, les paysans... En fait, il se trouve que la narration égyptienne, je vous l'apprends, ça fait toujours bien de citer ça à un moment donné, elle se fait en partant du bas à droite et on remonte en zigzag, gauche-droite, 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 jusqu'en haut. Donc il faut le savoir pour comprendre l'histoire. Et bien si on regarde en bas à droite, on voit des paysans en train de couper du blé, puis ils amènent leur blé jusqu'au collecteur d'impôts qui pèse, puis le collecteur d'impôts amène l'argent jusqu'au pharaon, et le pharaon finit par s'adresser à Ra ou à un autre dieu égyptien. Et ça, c'est de l'art séquentiel. C'est pas de la BD. Et en fait, ce qui est intéressant avec la lignée qu'a voulu faire Scott McCloud, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a enfermé la bande dessinée dans un sous-genre qui a été vu comme de la sous-littérature ou du sous-cinéma, que c'est obligé de rester là-dedans. Et ça, c'est très facile à lire, c'est hyper pédagogique, c'est génialissime, parce qu'il fait ça avec beaucoup d'humour. Et il montre de plein de manières qu'en fait, la BD, l'art séquentiel, n'est qu'un contenant, et qu'il se trouve que le XXe siècle a beaucoup utilisé ce contenant pour raconter des histoires parfois, effectivement, un peu bébêtes. Ou en tout cas, historiquement, qui ont été beaucoup des histoires pour les petits garçons, faites par des grands petits garçons. Et les filles ? Ben justement, à l'époque, pas tellement. Soyons clairs, hein, les bandes dessinées des années 40, 50, prenons Spirou. Hein. Il y a Sécotine qui est arrivée en cours de route, c'était tardif, et elle ne savait pas très bien conduire.
Voilà l'image du truc. Donc en fait, effectivement, pendant un temps, disons-le, la bande dessinée a été un peu une sous-littérature. Mais comme le dit Scott McCloud, c'est pas une obligation. Et heureusement, il y a des bouquins qui l'ont fait comprendre. Et un des plus connus, alors je ne l'ai pas demandé, mais c'est Maus de Spiegelman, qui a parlé de la Shoah. Et pour vous donner un exemple de pourquoi c'est intéressant de le faire en BD et pas en film, parce qu'on pourrait se dire, bah, si c'est vraiment intéressant, autant faire un roman ou un film. Ce que fait Spiegelman, c'est qu'il montre dans Maus les Juifs sous forme de souris et les Allemands, les nazis, sous forme de chats. Donc ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'inscrit dans une lignée qui est celle de la BD animalière. Donc on pourrait dire, ah oui, comme Mickey, les petites souris, et voilà. Sauf que petit à petit, on se rend compte au fur et à mesure de la narration que ce ne sont pas des personnages à tête de souris et de chat, mais des personnages qui portent des masques de souris et de chat. Petit à petit, on voit apparaître les petites ficelles. Et donc, quelque part, il est en train de dire, voilà ce que le nazisme est en train de nous imposer, était en train d'imposer à cette époque, à savoir de calquer sur des humains une représentation animale et une hiérarchie des espèces. Et il nous le fait comprendre visuellement, il nous le fait comprendre viscéralement par son récit. Ce que dit McCloud, c'est qu'en fait, ce qui serait idéal quand on fait de la BD, c'est de faire quelque chose qu'on ne pourrait raconter que en bande dessinée, que en art séquentiel. La vérité, c'est que c'est très rare, que ce soit vraiment, vraiment spécifiquement quelque chose qu'on ne dit que par la BD, mais c'est passionnant de réfléchir à ça. Tiens, hop, transition, parce que de toute façon, il va bien falloir que je passe de livre en livre. Quelqu'un d'autre qui réfléchit au médium, il y a des choses qu'on ne peut faire a priori presque qu'en BD, sauf que justement là, il est à l'orée du numérique presque. Marc-Antoine Mathieu, génie, angevin, donc en plus de la région, on peut s'enorgueillir de connaître un génie pareil, si proche de chez nous. Marc-Antoine Mathieu, je vous engage vraiment à lire ses livres. À chaque fois, il y a une trouvaille, il y a quelque chose. Là, par exemple, c'est un récit qui n'est qu'un zoom en avant, à l'infini. Donc on va vers là, le personnage que vous voyez sur la couverture, on va zoomer sur son œil, dans le reflet de l'œil, on va zoomer sur ce qu'il voit. Une fois qu'on voit ce qu'il voit, on voit une ville, on rentre dans le zoom de la ville, on finit par une mouche. C'est hallucinant. Au demeurant, il l'a fait aussi en numérique. Donc là, on est à la croisée. Mais la plupart des livres de Marc-Antoine Mathieu ne pourraient être que des bandes dessinées. Vous en avez un certain nombre, je pense. Marc-Antoine Mathieu s'inscrit un peu dans ce qu'on appelle l'Oubapo, que tu as évoqué. Or, l'Oubapo, donc ouvroir à bande dessinée potentielle, inspiré de l'Oulipo, ouvroir à littérature potentielle, évoque un truc que moi j'adore en littérature, en BD, en art, c'est l'écriture, la créativité sous contrainte. Parce que je crois vraiment que, à la fois, il faut avoir la variété qu'on évoque ici, et que des fois, il faut restreindre le jeu, parce que si on est trop dans le côté tout est permis, on n'écrit plus rien. Ce qui va être par exemple le problème de jeunes auteurs qui aimeraient écrire mais qui se disent oui mais alors commencer par quoi, oh là là, et comme ils ne savent pas par où commencer, ils ne le font jamais. Moi j'ai eu ça avec par exemple la musique, ça me permet d'évoquer, tiens au passage, j'avais choisi les Pixies parce que je suis un boomer et puis que j'aime beaucoup, Bachung, voilà quelqu'un vers qui j'aurais adoré tendre si j'avais été chanteur, j'adorais Bachung, j'adore Bachung. Voilà quelqu'un qui écrit sous contrainte. Des contraintes qu'on ne va pas forcément saisir, mais qui sont des contraintes de... Comment je vais appeler ça, de façon de prononcer les mots, de manière à ce que ce soit dans une fluidité donnée. Quand il écrit une chanson qui va dire plusieurs fois « hier à Sousse », donc « hier à Sousse », la ville de Sousse, ça n'a d'intérêt en réalité que pour dire « hier à Sousse », et non pas il s'est passé un truc hier à Sousse », dont on n'a rien à faire en fait. Donc ça veut dire qu'il écrit d'une manière telle que les mots vont nous emmener dans une tonalité, dans une chose comme ça. Donc en fait, paradoxalement, c'est un auteur populaire, parce que Bachung, à peu près tout le monde le connaît, pour quelques tubes, mais en réalité qui était dans une expérimentation totale. Et Marc-Antoine Mathieu est dans une super expérimentation, et j'admets que dans la plupart de mes bouquins, j'essaie de tenter quelque chose de l'ordre de l'expérimental. Alors des fois, c'est vraiment assumé, et tu citais les 5 compteurs de Bagdad. Ce que j'avais voulu faire avec les 5 compteurs de Bagdad, c'est de me dire, voilà, je vais faire un récit à histoire courte, mais dont chaque histoire courte va tenter d'imposer une contrainte narrative. Et la verra qui voudra. Et en faisant des histoires à contrainte narrative, je vais raconter une seule et même histoire complète. En fait, c'est un récit plein de contraintes. Je vous donne un exemple de contrainte. C'est donc l'histoire, tu l'as résumé, hein, c'est l'époque des 1001 nuits, c'est une époque un peu comme ça... fantasmé de Bagdad et de l'époque de Simbad. Le calife dit, je fais un concours, la meilleure histoire, le meilleur conte,
sera récompensé. Dans 3 ans, on fait un concours. Vous avez le temps comme ça de créer vos histoires. Dans 3 ans, le meilleur conte sera récompensé. Le meilleur conteur deviendra richissime. Le pire des conteurs sera empalé. Histoire qui est quand même un petit risque, parce que sinon c'est facile. Et donc il y a 5 conteurs qui décident de collaborer ensemble et de faire un grand tour de la Méditerranée, de collecter les histoires les plus incroyables. Et puis après, ils disent, à la fin, gagne qui peut, quoi. Mais d'abord, on se réunit. Et je me suis fixé une contrainte globale à cette histoire, c'est que je me suis dit, imaginons que ces conteurs aillent voir une devineresse. Parce qu'il se trouve qu'à cette époque, quand on faisait un voyage, on allait voir un devin ou une devineresse pour savoir si ça allait bien se passer, quoi. Et je me suis dit, tiens, ce qui serait marrant, c'est qu'on nous donne la fin. Donc la devineresse, elle donne la fin. Elle dit, alors voilà, toi tu vas gagner. Toi, en fait, t'es déguisé en homme, mais t'es une femme. Et effectivement, la personne en face perd sa barbe à ce moment-là, et on voit que c'est une femme qui essaie de se faire accepter par un milieu d'hommes. Petite méta-narration sur ce qu'est la bande dessinée. Milieu d'hommes où il y avait à une époque très peu de femmes. Il y en a un autre, elle dit, toi tu vas mourir, assassiné par lui. Et puis, je sais plus le dernier ce qui lui arrive, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, en gros, fin de l'histoire, quoi. Enfin, ce qui m'intéressait, c'est de me dire qu'est-ce qui reste à raconter quand on connaît déjà la fin d'une histoire. Et il s'avère que je pense qu'il y a encore plein de trucs à raconter. Mais c'est dit par la contrainte. C'est-à-dire que ce que je trouvais hyper excitant, c'est de se dire, ok, j'ai tout dévoilé. De fait, celui qui va gagner, celui qui va tuer l'autre, va tuer l'autre. Donc tout est déjà prêt, mais en fait, ça ne se passe pas quand même comme on l'attendait. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est non seulement la contrainte, mais l'interrogation que ça pose, c'est-à-dire pourquoi on lit une histoire dont des fois on connaît parfaitement la fin, quoi. Pourquoi je regarde encore une comédie romantique dont je sais très bien qu'à la fin ils vont être ensemble. Qu'est-ce que je viens chercher dans cette histoire? Il y a une autre histoire, elle se boucle. La fin et le début, qui est la fin, qui est le début à l'infini. Ce qui est un peu une manière de dire, on raconte toujours la même histoire en fait, avec des variations, mais c'est toujours un peu la même histoire. Il y a une histoire dont le titre n'a rien à voir avec le contenu. Parce que je trouve que des fois, le titre d'une histoire est plus intéressant que ce qui est dedans. Là, passer au milieu et se dire à un moment donné, bon là, c'est pas des romans. Mais il y a des titres qui, moi, me font rêver. Et j'ai même pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans, en fait. Et là, par exemple, le titre de l'histoire, c'est le terrible secret du mystérieux coffre à jouets. Quelle promesse! Bon, spoiler alerte, on ne saura jamais. Mais l'histoire raconte quelque chose de l'ordre de l'attente. Pourquoi on lit une histoire? Parce qu'on a une attente. Parce qu'on a envie. Parce qu'on a envie de projeter son imaginaire. Donc voilà un exemple où j'ai voulu mêler des contraintes narratives avec du sens. Parce que la limite parfois, c'est pas le cas de Marc-Antoine Mathieu, mais la limite parfois de Loubapo, de Loulipo, l'exemple le plus connu de Loulipo en roman, vous devez le connaître, hein, c'est le roman La Disparition, où il n'y a jamais la lettre E, à aucun moment. Donc honnêtement, c'est des trucs de virtuose, hein. Le problème parfois, c'est que ça peut être un peu vain. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, il y a une contrainte de malade, mais qu'est-ce que ça m'apporte vraiment en termes de récit? Moi, ce qui m'importe, c'est de mettre une contrainte et d'essayer de faire en sorte, à mon échelle, hein, je suis pas breton, quoi. Mais d'essayer de faire un truc dont je me dis, la contrainte va m'amener à écrire quelque chose qui a du sens par rapport à ce que je veux raconter. Et dans ce cadre-là, où est-ce qu'il est peut-être pas là, le dieu fauve, voilà, dont on voit ici une reproduction. Je m'étais fixé une contrainte qui était de dire je veux que le récit soit raconté par 4 personnages différents, successivement. C'est-à-dire que c'est une seule et même histoire, mais on commence avec un singe, ça se passe dans une époque lointaine, à l'époque du déluge, donc c'est un peu une sorte de péplum. On commence avec un singe qui va être capturé par des humains, dressé à se battre dans une arène, et puis on change et on passe à un poète, et il y a une catastrophe qui frappe cette civilisation, il y a un déluge, et puis on change et on passe à un autre personnage, et on change, on passe à un autre personnage, et chacun de ces points de vue est une réflexion sur la violence. Donc ça, c'est typiquement un bouquin qui ne parle que de violence. C'est un bouquin dont je ne pensais pas qu'il était si sombre, jusqu'au moment où des libraires m'ont dit, on le vend en disant, vous avez aimé La Route, vous aimerez Le Dieu Fauve, et j'ai fait genre, ah ouais, quand même, wow! Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur, parce que La Route, pour moi, honnêtement, c'est à la limite du supportable. Le roman est déjà très dur, la BD, j'en parle même pas. Donc je me suis surpris à me dire, ah oui, donc j'ai fait un truc vraiment dur, mais finalement, comme peut-être Sa Majesté des Mouches était dur, et ça amène à une autre réflexion sur qu'est-ce que la littérature peut nous apporter, je crois des fois, ça nous apporte des éléments de compréhension sur le monde, y compris sur la partie la pire du monde. Et en fait, paradoxalement, ce que je vais dire, je vais le dire avec beaucoup de nuances, mais il peut m'arriver de jubiler à l'idée de lire un essai sur les pires aspects du monde. Pourquoi je jubile? Pas parce que le monde est affreux, mais parce qu'en lisant l'essai,
j'ai l'impression de pouvoir conscientiser ce qui arrive et donc d'avoir un micro-contrôle sur l'absurdité du monde. Prenons l'exemple des maltraitances faites aux enfants. Bien entendu que je ne me réjouis pas de ces maltraitances, mais de lire un livre qui analyse ces maltraitances, et là je pourrais vous conseiller Le berceau des dominations de Dorothée Ducy, qui est d'une clarté totale, mais qui est accablant. En quoi ça nous satisfait? Pourquoi on lit La Route donc je ne sais pas si vous connaissez tous le bouquin, mais enfin en gros c'est une vision de la fin du monde qui est un peu la pire vision de la fin du monde, quoi. Pourquoi on le lit? Parce que je crois que quelque part ça met en musique quelque chose qu'on a en nous, et ça, une fois de plus, ça nous donne l'impression qu'on est moins seul, et ça nous donne à comprendre un peu la marche du monde, y compris dans ce qu'elle a de pire. Ce qui a par exemple amené parfois ma mère à me dire: tu penses vraiment ce que tu écris? Et par exemple le Dieu faux, elle m'a dit: ah oui, c'est ta vision du monde. Je dis: non, c'est une de mes visions du monde. C'est quand je vois le monde de manière très sombre, je le vois comme le Dieu faux. Quand je vois le monde de manière absurde et cruelle, je le vois comme Jolies Ténèbres, qui est vraiment un récit horrible, et qui est un récit qui ne répond pas à toutes les questions qui sont posées. Donc ça veut dire aussi c'est un récit déceptif, dans le sens qu'il cherche à décevoir. C'est fait pour, mais tout le monde n'a pas envie de ça, quoi. Comme je suis passé du coq à l'âne dans plein de directions, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Tiens, allez, justement, en réponse à ces choses horribles, de temps en temps, c'est bien un peu d'optimisme. Ce bouquin m'a sauvé la vie pendant 2-3 mois. Donc, Humanité, une histoire optimiste, Rutger Bregman, qui avait écrit avant Utopie réaliste. Voilà le genre d'essai qui, pour le coup, me met un peu la pêche. Parce que de temps en temps, ça fait du bien aussi de se dire qu'on n'est pas juste un ramassis de crapules qui allons ruiner la planète. Ce qui est un peu le sujet, par contre, de comment la Terre s'est tue, qui est ici, qui est génial aussi, hein, mais qui est un peu plus... bon, voilà. De temps en temps, et ça m'a été conseillé par des amis, ça m'a remonté le moral. De temps en temps aussi, une petite dose d'optimisme, qui n'est pas non plus... c'est pas de l'angélisme, hein. Il dit pas il n'y a pas eu la Shoah, il dit pas que l'homme serait incapable de faire du mal à une mouche, il dit bien que l'homme est capable du pire, mais il dit aussi quand même qu'il y a des biais qui font qu'on a tendance à retenir dans certaines histoires le pire aspect de l'histoire. Et qu'il y a des sortes de légendes urbaines qui se sont fondées avec des récits qui sont constamment évoqués, et typiquement il cite Sa Majesté des Mouches. Tiens, hop, il dit Sa Majesté des Mouches était censée être basée sur une histoire vraie, parce que de fait, il y a des gamins qui sont à un moment donné partis en bateau, qui se sont échoués quelque part et qui ont dû survivre tout seuls un moment. Dans le cas de Golding, ce qu'il dit, c'est qu'on va tous mourir, ce qui est un peu mon leitmotiv de pas mal de mes BD, mais qu'en plus ça va être horrible. Et ce que dit la vraie histoire qui a été retrouvée par Bregman, entre autres, c'est que ces gamins, en réalité, se sont très très bien comportés les uns avec les autres et ont collaboré. Et qu'en fait, il y a une partie de nous qui aimons bien se dire que l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est intéressant d'analyser. Au passage, j'en profite pour compléter la petite citation, parce que elle est intéressante cette citation. On dit souvent « l'homme est un loup pour l'homme », qui est extrait d'une citation plus large de Plaute, c'est toujours bien aussi de citer un philosophe, qui disait « l'homme est un loup pour l'homme quand il ne le connaît pas ». Ce qui change la donne. C'est-à-dire qu'on a décidé, la majorité de l'humanité n'a gardé que la pire partie de cette phrase, à savoir « l'homme est un loup pour l'homme, on va tous s'entre-déchirer, on est destiné à tous mourir de manière affreuse ». Sauf que Plaute dit « l'homme est un loup pour l'homme quand il ne le connaît pas ». C'est-à-dire que si je ne connais pas mon prochain, oui, c'est vrai que je vais avoir tendance à l'agresser ou inversement. Mais si on se connaît, c'est une autre paire de manches. Bon, eh ben, moi je suis un pessimiste contrarié. Ou je ne sais pas comment le dire. À une époque, je disais, je suis un pessimiste BA, parce que je suis tellement pessimiste que je me dis, vraiment, on ne va pas s'en sortir. Et BA, parce qu'en en fait, on s'en sort mieux que je ne pourrais le croire. L'exemple type, c'est que moi, par exemple, prendre l'autoroute en voiture, il y a une partie de moi qui me dit, ça ne devrait pas marcher, cette histoire. Tout le monde va trop vite. Les gens ne savent pas si bien conduire que ça, soyons clairs. Pourquoi il n'y a pas plus d'accidents? Voilà. Ça, c'est ma pensée sur une autoroute. Et en fait, ça marche. Objectivement, il y a assez peu d'accidents. Donc, quelque part... de temps en temps, moi j'essaie de lutter contre mes penchants pessimistes, qui sont lourds, surtout au niveau de l'écologie et de la politique, mais j'ai déjà évoqué le sujet de la politique, je ne vais pas revenir dessus, et en même temps, je pense qu'en tant qu'auteur, enfin, en tout cas ça c'est mon point de vue, on a un devoir, si ce n'est d'optimisme, en tout cas d'espérance. Et en particulier quand je présente seul, je ne me sens pas légitime à dire à un enfant c'est foutu, quoi. C'est pas possible, on est bien d'accord. Si vous avez des enfants, ça m'étonnerait que vous soyez dit à un moment donné, bon, allez, viens par ici, Billy. On va être un peu lucide. Tu te rends bien compte que tu n'as pas d'avenir. Voilà. Imaginez dire ça à un gamin, quoi. Non, déjà parce que c'est faux, et en plus parce que personne ne ferait ça, quoi.
Parce qu'à un moment donné, il y a un devoir d'espérance. Mais par contre, ce devoir d'espérance nécessite d'être lucide. Parce que si on n'est pas lucide et qu'on n'est que dans le déni en disant non, mais ça va bien se passer, c'est bon, non, t'inquiète. Là, le problème, c'est que non seulement ça me semble faux, et en plus, je pense que l'enfant perçoit que c'est faux. Donc, l'intérêt pour moi de bouquins comme celui-là, Comment la Terre s'est tue de David Abraham, qui est passionnant, c'est que ça parle d'écologie, c'est pas gai, mais en même temps, ça essaie de se coltiner la question, quoi. Et entre autres, lui, il parle vraiment du fait qu'on s'est coupé de nos sens. La Terre s'est tue dans le sens où on ne l'entend plus, on ne communique plus avec la Terre. Et ce qui est intéressant dans sa thèse, et qui est assez contre-intuitif pour moi, mais du coup c'est un peu poil à gratter, c'est qu'entre autres, il associe ça à la naissance de l'écriture, entre autres choses. C'est ce qui pour moi est de l'ordre de la plus belle chose du monde, à savoir écrire des livres. Pour Abraham, c'est déjà le début de la fin, parce que l'écriture, en symbolisant les choses et en les rendant abstraites, je vous ai parlé des hiéroglyphes par exemple, en même temps c'est à la limite de l'art séquentiel, mais c'est déjà une abstraction. On sait maintenant d'expérience que le A, par exemple, qu'on utilise dans l'alphabet, était avant inversé, et c'était une tête de taureau. Et ça devait être un nom hébreu qui commençait par A, disons Orok. C'est sans doute pas du tout ça le nom, mais ça mérite là d'être clair, quoi. Orok, A comme un taureau, enfin c'est la tête d'un taureau, bon voilà. Ça... Mais ce faisant, on va vers un degré d'abstraction qui fait que chaque glyphe, chaque lettre, chaque hiéroglyphe ne veut plus dire n'a plus un sens donné, c'est juste quelque chose qui permet de composer un mot. Donc c'est génial pour faire des histoires dans la durée, pour les garder, c'est tout ce qu'on veut, mais ça participe du fait de nous couper des sens et de nous couper du réel. Et donc du coup c'est un peu poil à gratter. Moi je trouve intéressant aussi de penser contre soi, et David Abraham le fait, et ça me permet de rebondir sur ça. François Julien, le philosophe, je ne sais pas si vous le connaissez, moi ça a été un choc total et j'adore ce que fait ce type. François Julien, c'est un philosophe. Je vais vous résumer un peu sa façon de penser et pourquoi je suis trop admiratif de ce type. Donc en gros, il fait des études de philosophie en disant j'ai envie d'être philosophe, j'ai envie de comprendre voilà, la pensée, etc. Et d'un seul coup, il s'arrête, il dit, enfin là je vous refais la scène comme si j'y avais été, il va sans dire qu'il ne s'est pas du tout arrêté pour dire ça, mais j'en sais rien en fait. Il l'explique un peu là-dedans, mais ça ne s'est sans doute pas passé comme je vous le dis maintenant. Mais imaginons, il s'arrête, mais il se dit mais attendez, là je vais faire de la philosophie qui serait plus ou moins née en Grèce et avec une façon de penser qui sont la façon de penser des philosophes grecs, Platon, Socrate, Aristote. Mais c'est une façon de penser culturelle. Comment je pourrais penser ma façon de penser d'en dehors, voilà, d'où le titre de ce livre, Penser d'en dehors. Et ça, c'est passionnant quand on commence à se poser cette question philosophique. Ok, comment je pourrais... Là, tout à l'heure, j'ai dit penser contre moi, mais là, lui, il dirait plutôt comment je pourrais penser ma façon de penser vue de l'extérieur. Si je devais donner une image de ça, c'est comment je peux voir l'arrière de ma tête. Et bien pour ça, il faut des miroirs qui vont réfléchir. Vous savez, comme quand on se regarde dans un truc de vêtements, là, il y a un miroir qui nous permet de voir un autre miroir qui permet de voir si on est bien sapé et si ça vous fait un petit cul moulant, si on a envie d'avoir un slim. Et ben lui, il pense ça philosophiquement. Il ne dit pas est-ce que je vais avoir un petit cul moulant vu de la Chine, et il dit est-ce que je pourrais trouver une civilisation qui est très très éloignée de l'Occident et me l'accaparer et puis penser l'Occident depuis cet endroit. Et donc après il a fait un tri, il a dit c'est quoi ce qui me semble le plus éloigné de l'Occident. Donc il a réfléchi, il a dit c'est la Chine. Il explique pourquoi là-dedans. Donc le type, ni une ni deux, il apprend le mandarin, il apprend les différentes sagesses asiatiques, parce que là-bas, c'est pas de la philosophie, c'est de la sagesse, et déjà, ça dit quelque chose. Et de là, il commence à dire pourquoi on ne pense pas de la même manière. Et par exemple, pourquoi on ne dit pas « je » en chinois. On dit « la chose se passe à travers moi ». On ne dit pas « je fais la chose ». Je caricature, je ne suis pas du tout sinologue. Voilà ce que j'ai cru comprendre. Mais déjà, on ne dit pas « je fais quelque chose ». Il n'y a pas l'ego. Alors que si on enlève l'ego dans la philosophie grecque, il y a plein de trucs qui ne marchent plus, quoi. Et donc, si vous voulez une approche de sa pensée, ce qui est bien avec ce bouquin, c'est pour ça que j'ai... Bon, là, il se trouve que vous ne l'avez pas ici, mais il viendra peut-être un jour. Mais il est vendu par la librairie de la Petite Gare, donc achetez-le. C'est que c'est un entretien avec Thierry Marchès, et ce qui est génial là-dedans, c'est que Thierry Marchès, du coup, pose des questions à Julien, qui répond, et donc c'est une pensée en mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « voilà ma vie, mon œuvre dans l'ordre », et ben un peu comme on le fait là, ça... C'est vivant, c'est fluide, il va dans une direction, bim, il repart dans une autre.
Donc penser d'un dehors la Chine, entretien d'extrême-occident, extrême-occident, voilà. C'est passionnant pour essayer de comprendre comment on réfléchit vu de l'extérieur. Ce qui est un petit peu la même chose que quand, pour le dire de manière plus accessible, quand on lit Courrier International qui parle de la France. On dit d'un coup, ah ouais, tiens, ils nous voient comme ça. Et moi, je trouve ça assez génial d'avoir des façons de penser, et j'en reviens à la force de la littérature, de l'art, de la culture, d'avoir des gens qui pensent sur nous, qui parlent de nous, d'un point de vue qui va être complètement extérieur à nous. Donc ça, je peux que le recommander. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je... Allez, je peux peut-être parler de ça, parce que bon, j'ai demandé du Éluard sans savoir quel bouquin, hein, c'était juste pour parler de poésie, et pour dire que des fois, ce que j'aime bien, c'est que j'aime des trucs, et je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, j'en prends un au pif, hein. C'est vraiment au pif. Dessiner le sort, un trait d'acier sincère, un trait filant droit sur des routes nouvelles. Bon, ça vous touche pas. Moi, quelque part, je me dis, ah oui, ok, un trait d'acier sincère. Comme Bachung. Qu'est-ce qu'il y a ? Sans doute, c'est la sonorité qui a poussé à ça, mais n'empêche, c'est un trait d'acier sincère. Il y a quelque chose dans la poésie que je ne maîtrise pas, je ne suis absolument pas poète, et en même temps, j'ai une fascination pour ça. Dans Le Dieu fauve, il y a un personnage qui est poète. Je me suis quand même, à un moment donné, poussé aux fesses pour écrire un poème. Il est dans Le Dieu fauve, lisez-le si vous voulez, parce que je voulais que le poète il soit crédible, donc je me suis un peu fendu d'un poème, maintenant je ne suis pas du tout poète. Mais ce qui me fascine dans la poésie, et ça peut me permettre de parler d'un truc que j'aime bien dans l'écriture, c'est que ça vient court-circuiter la raison. C'est-à-dire que je peux aimer Éluard, je crois que j'avais cité Césaire aussi, j'aime beaucoup aimer Césaire, sans comprendre pourquoi j'aime aimer Césaire. Et ça me fascine. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Vous voyez un film, vous lisez un bouquin et vous dites, bon ben, j'ai aucun recul sur ce que je viens de voir, simplement c'est trop bien, quoi. Il y a quelque chose, je pourrais citer en film récemment Perfect Days de Wenders. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Donc quand même, si on regarde le pitch au départ, c'est pas le genre de truc où on se dit, chérie, ce soir, on n'irait pas voir Perfect Days parce que c'est l'histoire d'un mec qui nettoie des chiottes au Japon. Oui. Ok, allons-y, c'est plus facile de dire Spider-Man contre Hulk. Enfin, ça, c'est plus facile, du moins, quand on aime les super-héros. Et ben, n'empêche que pendant 1h30, je peux être fasciné par Perfect Days en me disant ce truc est fou, il se passe rien. Je pourrais citer aussi Patterson de Jarmusch, avec Adam Driver, l'acteur bien connu qui a joué aussi dans des Star Wars. Patterson, c'est un chauffeur de bus qui fait des poèmes. Fin de l'histoire, voilà, j'ai tout dit. Ce film, il me fascine. C'est-à-dire que je suis devant comme ça et je me dis, ça me fascine de bout en bout, il ne se passe rien du tout, quoi. Éluard peut me fasciner. Il dit des trucs, la poésie en général, ça dit rien, enfin moi la poésie qui moi m'intéresse, elle dit rien que je comprends. Voilà, je vais dire un autre, je ressemble de moins en moins à mes victimes. Ça ouvre une sorte de porte d'imaginaire incompréhensible qui a, à mon sens, une espèce d'accès direct à l'inconscient. Et j'en viens à ma définition de ce que j'essaie de faire dans ce que j'écris, en citant Confucius, parce qu'après avoir cité Plaute, c'est toujours classe de citer Confucius. La vérité, c'est que j'ai 3-4 citations, et que je les fourgue à chaque fois. Et c'est dans une bibliothèque que j'ai lu un jour un recueil de sagesse de Confucius, et il donnait un conseil à un prince en disant « Qu'est-ce que c'est qu'un bon prince ?» Et il se trouve que ce conseil, je me suis dit « Oh, il a trop raison, c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'un bon auteur ?» Donc je vous livre son image. Confucius dit « Voilà, il y a différents conducteurs de chars. Donc imaginez un char de l'époque de Confucius, donc plutôt en mode baignure, c'est-à-dire il y a un type à l'arrière avec son petit chariot et puis il y a 2 chevaux. Il dit il y a 3 conducteurs de chars. Il y en a un, c'est le conducteur qui va dire « C'est moi qui décide où on va ». Et il pousse ses chevaux et il tire sur les morts tant que c'est pas permis. Et le cheval, il va vraiment là où le mec lui a dit d'aller, mais le cheval, il est retenu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est contraint. Il y a un autre type de conducteur de char qui, lui, va dire, non, mais en fait, un peu Babs, qui va dire, en fait, c'est les chevaux qui courent, tu veux, donc s'ils veulent s'arrêter, le cheval, mais il s'arrête. Je pense pas que Confucius le racontait comme ça non plus, mais c'est ma façon d'interpréter Confucius. J'ai presque l'impression d'entendre du reggae derrière, donc je ne sais pas si c'est très très bon. Bref. Et le cheval s'arrête pour brouter, et certes, le cheval n'est pas contraint, mais il fait ce qu'il veut. Donc quand il galope à fond, mais n'empêche qu'on ne va pas arriver tout de suite à Pékin, quoi. Et puis le bon conducteur de char, comprendre le bon prince, comprendre le bon auteur, la bonne autrice, c'est celui qui dit « Je sais que c'est les chevaux qui galopent pour moi,
mais c'est quand même moi qui vais contrôler la course. Donc il est dans un équilibre. Il leur donne juste ce qu'il faut d'indications, et n'empêche que c'est eux qui font le boulot, et donc il faut quand même les laisser galoper, quoi. Donc il est dans une juste mesure, un juste équilibre. La question de l'équilibre, du yin, du yang, etc., tout ça c'est très 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 asiatique. Julien en parle très très bien. À l'opposé de la façon de penser occidentale qui dirait le bien et le mal, là il y a l'idée plutôt du yin et du yang, c'est-à-dire une succession d'ordres de choses qui ne sont pas forcément ni bonnes ni mauvaises, mais qui doivent se succéder. Donc une notion d'équilibre. Et cette façon de voir la créativité, via le conducteur de char, moi elle m'a beaucoup beaucoup parlé, et je vous la livre, c'est que quelque part, les fois où j'ai voulu trop contrôler mes chevaux, voilà, les chevaux là c'est l'imagination, c'est l'inconscient. Si je veux trop les contrôler, j'ai un récit qui va être propre, mais qui va être guidé quelque part par ma volonté. Et ma volonté, elle est assez limitée en réalité, dans le sens, moi j'ai envie d'un truc, je veux raconter un truc, je risque de quelque part réduire mon récit à une ou deux idées, peut-être bonnes, mais peut-être pas non plus si extraordinaires que ça. A l'inverse, si je laisse venir mes idées en mode écriture automatique, ça sera comme si je disais aux chevaux, vas-y, broute. C'est-à-dire que tout peut venir, des scènes incroyables, comme des machins un peu... voilà, comme l'ont fait les surréalistes. Hein. Breton a fait ça beaucoup, l'écriture automatique. Comme Loubapo l'a fait, comme Loulipo a fait aussi. Des fois, des trucs sortent comme ça, mais des fois, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, ça part dans tous les sens, c'est pas... Voilà. L'idéal pour moi, c'est un juste équilibre, c'est-à-dire préserver des morceaux d'inconscient que je ne comprends pas moi-même, et par contre les diriger dans un récit que lui je comprends et que je canalise. L'exemple type de ça, c'était quand tu parlais des derniers, pas les derniers journaux immortels, le dernier Atlas. J'ai eu une idée à une époque qui était, imaginons un robot géant façon Goldorak. Vous avez tous en tête Goldorak, quelles que soient les générations, je pense qu'on voit à peu près ce que c'est, donc grand robot humanoïde, mais je l'imagine étalé dans une décharge, rouillé, pourri, squatté par des SDF. Voilà mon image. Ça serait quelque chose dont j'aurais pu rêver. Je veux dire par là, c'est une image brute, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est forte, et je l'identifie comme étant forte. C'est ce que j'appelle vraiment un morceau d'inconscient. Je ne sais pas ce que je veux raconter avec ça, il n'y a rien de contrôlé, ça m'est venu. Seul, c'était vraiment l'idée des enfants, seuls, dans une ville, et les adultes ont disparu. Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas pourquoi, au début. N'empêche que ce truc-là, je sens viscéralement que ça me parle. Ça me parle à un niveau émotionnel, ça ne me parle pas à un niveau rationnel. Après, c'est à moi d'insérer ce joyau-là, parce que pour moi, une bonne idée de l'inconscient, c'est un joyau. Comment je l'insère dans un récit, où là, par contre, je vais commencer à me dire, dans le cas de Sol, pourquoi les gens ont disparu, qu'est-ce qui arrive à ces enfants, quels sont les tenants aboutissants. Donc ça, après, je le construis comme le conducteur guide ses chevaux. Et bien, avec le dernier Atlas, c'était d'où va venir ce robot. Ok, je vais partir d'une uchronie française. Tiens, pourquoi pas évoquer l'Algérie, puisque c'était quelque chose que je voulais évoquer parce que mon père avait fait l'Algérie. Et puis petit à petit, comme ça, je canalise mon imagination. Et ben, la poésie, pour moi, c'est un peu le symbole de la partie les chevaux qui broutent, c'est-à-dire quelque chose qui par contre, est infiniment mieux maîtrisé quand c'est Éluard ou Césaire. Parce que ce qui est fou, c'est que des fois, je peux ne pas comprendre un recueil de poésie, mais vraiment de la première page à la dernière page, et pourtant, je peux être captivé. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du miracle. Moi, j'ai besoin, pour me rassurer et pour captiver, quand je le peux, mes lecteurs et lectrices, de me dire, c'est quoi l'intrigue, comment on va démarrer l'histoire pour que ce soit passionnant dès le début, est-ce qu'il y a un twist à la fin, des trucs de fabrication, en réalité. Au demeurant, je ne crois pas vous l'avoir demandé, mais on aurait pu chercher le bouquin qui s'appelle La dramaturgie de Lavandier, qui est un truc que j'ai lu et relu, qui justement parle des règles de narration. Ça veut dire, une fois que j'ai mes grosses idées là, qui sont un peu folles, comment je vais construire mon récit selon les règles de la dramaturgie, et il se trouve qu'il y a un mec qui s'appelle Lavandier qui a fait ça, et c'est génialement fait. Qu'est-ce que je pouvais évoquer? Ah oui, tiens, voilà, je me disais en parlant de processus d'écriture, à la très grande surprise du personnel de l'apéro d'Hydro, j'ai demandé un dictionnaire des synonymes. Alors, vous noterez qu'il y a aussi des synonymes et nuances. Je ne savais même pas que ça existait, un dictionnaire des nuances. Je trouve ça génial. Si ça, c'est pas une bonne idée, quand même. Je voudrais le dictionnaire des nuances, s'il vous plaît. C'est pour éviter de dire du mal de Christelle Morancet. Désolé, c'est plus fortement. J'utilise constamment cet outil, parce que typiquement, quand j'écris un bouquin, un de mes plus grands ennemis, c'est la répétition.
Parce qu'il n'y a pas 10 000 manières de dire à un moment donné va me chercher le sel. Or, des fois, le personnage va devoir demander plusieurs fois dans un dialogue. Alors, mon exemple n'est pas très bien trouvé, parce que c'est rare quand même qu'on dise plusieurs fois va me chercher le sel, j'insiste. Mais là, par exemple, j'ai écrit des pages tout à l'heure, j'ai dû au moins 3 ou 4 fois aller chercher, ok, synonyme de. Parce que j'ai une sorte de phobie de la répétition dans une page. Moi, c'est que les dialogues. Ce que je vais écrire où il y aura une répétition, ça sera que les dialogues. Après qu'il y ait une répétition dans les descriptions des cases, m'importe peu. Du coup, je peux peut-être préciser que voilà, moi, je découpe mon scénario case à case, page à page, écrit sur un document Word, qui sera ensuite traduit en images par le dessinateur. Mais j'essaie de faire en sorte que la lecture de ce document soit la plus agréable possible pour mes collaborateurs et collaboratrices. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit agréable à lire. Et pour les dialogues, non seulement je veux que ce soit agréable à lire pour le dessinateur, mais là ça s'adresse au lecteur, parce que c'est la seule partie sur laquelle j'ai prise qui sera lue par le lecteur, le dialogue. La narration, la façon de construire l'histoire, tout ça disparaît comme des échafaudages. Une fois que le dessinateur s'est accaparé, on oublie qu'il y a un scénario. Par contre, effectivement, les dialogues, c'est un petit peu la coquetterie des scénaristes, parce qu'un bon dialogue, on a un peu cette petite fierté de se dire « Ah ouais, là j'ai fait un truc, c'était pas mal. » Là, je sais que j'ai écrit par exemple un dialogue que je ne vais pas citer ici parce qu'il est un peu relou, mais j'étais tellement fier de moi. Une histoire de vinyle. Voilà. Si un jour vous lisez ma prochaine BD sur des cyborgs et que vous voyez le mot vinyle, vous saurez que j'étais vraiment très content de ce dialogue. Vous avez vu comme je vends l'air de rien. Bon, bref. Et ben typiquement, voilà. Il se trouve que maintenant je vais les chercher de plus en plus sur Internet, les synonymes pour aller plus vite. Mais ce que j'adore, c'est qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la poésie des mots. Si par exemple là je tombe sur phosphorescence, quels sont les synonymes de phosphorescence? Eh bien, luminescence, qui est déjà un assez beau mot, mais aussi, et je le découvre avec vous, enfin peut-être que vous le connaissiez, brasillement. C'est pas beau ça, brasillement? Moi j'ai presque l'impression d'entendre une mèche qui s'allume quand on allume. Ça brasille quoi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de brasiller? Je suis presque... Là, vous allez me perdre, parce que moi, ça me fascine. Quand j'étais gamin aussi, ça, je ne l'ai pas demandé ici, parce que c'est chiant à mourir, mais je lisais les encyclopédies. On avait, vous savez, les grosses encyclopédies qu'ils avaient dû se faire fourguer par VRP, quoi. Il y avait quelqu'un qui passe à une époque, les gens passaient en disant « Bonjour, vous ne voudrez pas... » Ben voilà. Ben, on avait tout l'univers. La vérité, c'est que j'ai adoré ça. Et donc, je passais des heures à ouvrir ces bouquins. C'est la même chose qu'ici, en fait. C'est qu'on ouvre au hasard. Et on tombe sur, je sais pas, légionnaire romain, puis hop, 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 on tourne salmonelle. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à salmonelle, je vous laisse réfléchir à ça, d'un point de vue psychanalytique. Et ça aussi, c'est déjà des cacahuètes qui se percutent, quoi. Et bien pareil, un dictionnaire comme ça, c'est d'ailleurs la limite parfois d'Internet, parfois, parce que ça peut être un outil génial, mais c'est que pour peu qu'il y ait certains algorithmes, ça dépend lesquels, mais on peut être amené à, un peu comme je le disais tout à l'heure, quand on aime le manga, on ne lit que du manga, certains algorithmes de recherche nous amènent à ne lire que ce qu'on a déjà lu. Avec cette façon de penser qui consiste à dire, d'ailleurs elle est parfois explicitée, vous avez aimé, vous aimerez peut-être. Et qui est à la fois génial, parce qu'on découvre plein de trucs, et à la fois qui a tendance à nous enfermer dans une bulle de goût. C'est aussi vrai d'ailleurs des débats politiques, généralement, on est enfermé dans une bulle de gens qui pensent comme nous, et on est souvent très surpris quand soudain on est face à de l'altérité et quelqu'un, souvent à un repas de famille, vous l'aurez noté, à Noël, qui vous dit d'un seul coup, non, le réchauffement climatique ça n'existe pas Fabien. Et vous faites genre, comment peux-tu? Alors que je vois bien que tous les livres et tous les gens autour de moi, oui c'est les gens autour de moi, mais je suis dans une bulle de gens qui croient au réchauffement climatique. Et l'avantage là encore de la découverte vraiment mélangée par hasard, et j'ai tellement envie de refaire échouer, perdre la partie, essuyer un échec. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on prend une phrase et qu'on commence à l'analyser vraiment. Essuyer un échec. Il y a quand même cette idée-là, qu'est-ce que je fais de cet échec? Je l'essuie. Alors qu'on l'emploie parfois, l'expression, mais là, ce coup-là, elle prend, et même perdre la partie. Bon, bref. C'est marrant parce que je vois que il y a vraiment une idée il y a des fils sémantiques qui vont relier des dossiers dans un cerveau. Un mot vous amène à un souvenir, vous amène à un truc, vous amène à... Bon, bref. Donc voilà le genre de truc que je recommande de feuilleter. Les contes de Nasreddin, j'adore ça. Alors ça, c'est illustré par... alors celui-là, il n'est pas illustré par David B, mais il y en a un qui est illustré par David B, et je préfère David B, donc je vais vous le montrer.
Le fou qui était sage, ça typiquement j'adore ce genre de récit, c'est basé sur des contes et des blagues orientales. Nasreddin Hodja ou Nasreddin Hodja selon la prononciation, d'ailleurs je le cite dans Les 5 compteurs de Bagdad. Je spoil pas la fin parce que je vous l'ai déjà raconté. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui tue l'autre, etc. Mais il y a un idiot qui s'inscrit au concours. Je l'appelle Nasreddin Hodja. Et il dit une histoire tellement idiote que les gens le portent au nu en disant c'est génial. C'est tellement con que c'est génial, quoi. Donc il n'est pas empalé. Puis il y en a un autre du coup qui est empalé à sa place, c'est pas de bol. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ces histoires, c'est que c'est un personnage qui est soit vraiment complètement idiot, soit vraiment d'une sagesse ahurissante. Et du coup, c'est des contes de sagesse qui sont un peu proches de ce qu'évoque Julien, et qui sont proches aussi du zen, si vous êtes coutumier du terme koan, les koans, K-O-A-N-S, je crois, qui sont des contes absurdes, incompréhensibles, et qui sont donnés aux élèves zen pour justement créer une sorte de choc psychique. Et alors, je connais assez mal, mais je crois qu'un des koans, presque une expérience qui était proposée à un disciple, c'était de dire, vas-y, avance d'un pas. Bon, il le fait. Maintenant, je voudrais que tu n'aies pas avancé d'un pas. N'avance pas d'un pas que tu viens de faire. Et donc le disciple, généralement, finit fou. Et ce qui est intéressant avec la sagesse, c'est qu'on n'est jamais très loin d'une forme de folie. Et c'est un thème qui est très 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 présent dans Seul, caché, en sous-texte. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Bon, il y avait des contes et légendes. J'avais dit que j'ai fait vraiment mon miel, moi, de tout ce qui était contes et légendes. Il y avait, oh allez, Jason les Argonautes. Si tu peux le brancher. Je sais pas si je vais y arriver. Non, mais alors par contre, c'est pas si c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là? J'ai un doute, hein. Non, si c'est ce DVD, non. Alors, vous savez quoi, on va l'oublier parce que c'est pas le bon. Moi, je voulais le Jason les Argonautes d'origine, avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen, qui est sensationnel. Parce qu'il y a des petits squelettes qui bougent. C'était tellement bien. Et ça, typiquement, c'est mon enfance, mais alors à un point de ouf. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Bon, je peux vous citer... alors, il y a zéro transition. Hein. Ah, voilà, celui-là. Alors, je veux bien qu'on le montre quand même, parce que, en fait, typiquement, c'est une poésie qui est, pour moi, qui est indémodable. C'est-à-dire que ça ramène à un univers de cinéma que j'ai pas connu, hein, soyons clairs. J'étais pas là à la sortie de Jason, qu'on ne me donne pas quand même l'âge, parce que ça doit être la fin des années 60. Mais qui a bercé mon enfance, quoi. 63, et voilà. Avec la musique kitsch qui va avec. Hein. Now, from the makers of Sinbad, Columbia Pictures presents Jason and the Argonauts, the mightiest band of warriors the world has ever known. Turn back, Jason! Reach out! Sailing to the ends of the earth, battling against an incredible number of obstacles. Where will you find this miracle? I have heard there's a tree at the end of the world, with a fleece of gold hanging in its branches. In search of the fabulous magic golden fleece, Jason and the Argonauts, caught in the clutches of the towering bronze giant tailors, battered by treacherous falling rocks, taming vulturous harpies, facing the dreaded seven-headed Hydra. Battling the c'est tellement bien. Jason and the Argonauts, the classic story of Jason, a man who challenged the gods. Medea, a temple dancer who betrayed a kingdom for love. The Argonauts, the mightiest band of warriors the world has ever known. Jason and the Argonauts, a classic adventure story, brought to the screen through the incredible special effects magic of Dinorama. Jason and the Argonauts, the search that became a legend. Si ça, c'est pas du chef-d'œuvre, je sais pas quoi. Vous savez ce à quoi ça me fait penser en le revoyant, c'est à quel point c'est proche de l'univers d'un enfant qui joue avec ses figurines. Vous savez, le côté, quand on voit en particulier la statue qui prend un des Argonautes, moi je me revois avec mes figurines de Star Wars, parce que j'ai pour le coup vécu l'arrivée de Star Wars en France, fin des années 70, début 80, j'étais comme un fou avec ça. Et je passais des heures à tuer mes personnages, quoi, soyons clairs. Et là, il se passe ça, oh non, non, je vais mourir. Ah. En fait, je tuais mes personnages en boucle. Mais là encore, en catharsis, finalement. C'était une manière de gérer mes angoisses, parce qu'il n'y a rien de mieux que de tuer ces personnages. J'avais même une petite guillotine. Oh mon Dieu, tout ce qui me revient. Il faudrait que j'ai un surmoi pour m'arrêter, mais j'en ai pas. J'avais acheté le Pif Gadget,
qui avait comme gadget à l'époque une guillotine magique qui permettait de trancher une cigarette, mais pas un doigt. Est-ce que vous vous rappelez de cette merveille? Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont vécu la guerre presque. On mettait le doigt dedans, on mettait une cigarette en dessous, on rabattait la guillotine, le doigt était intact, mais la cigarette était coupée en deux, parce qu'il y avait une astuce, un petit truc. Bon, et avec ça, moi j'avais gardé la guillotine pour décapiter mes personnages de Star Wars. Ça marchait assez bien. Et donc, je vois un lien très fort et très évident, là tout de suite, hein, entre le plaisir d'écriture et le plaisir du jeu. De dire, je vais tuer mes personnages, je vais leur faire vivre ça, il va se passer ça, et ensuite il va se passer ça. Un enfant qui joue, c'est très exactement le même état d'esprit qu'un scénariste qui écrit. C'est genre, et là on dirait que, et il se passerait ça, et après il se passerait ça. Au passage, j'aurais pu d'ailleurs aussi citer dans les livres à découvrir les bouquins de Jung, du psychanalyste Jung, parce que moi c'est un psychanalyste qui me fascine. Autant Freud, c'est un génie à sa manière, Freud, mais je le trouve un peu obsessionnel dans sa façon d'analyser le monde que par le prisme de la sexualité. Jung, à mon sens, a transformé ce qu'a fait, a transformé l'essai, disons, de Freud. Alors, il y a peu de livres spécifiques sur Jung intéressants, enfin, pas à mon goût, mais Jung avait inventé une technique d'auto-analyse qu'il appelle l'imagination active. S'il y en a parmi vous que ça intéresse, on peut trouver des informations en ligne, qui ressemble un peu à la transe d'un enfant qui joue ou d'un auteur qui crée sa pièce. C'est-à-dire que, j'ai presque envie de vous inviter à faire l'expérience, mais vous allez le garder pour vous. Hein. Voilà. Dans votre tête, je vous engage à imaginer d'un seul coup là pour vous, un endroit où vous seriez une sorte de dramaturge, vous pouvez faire une pièce de théâtre. Décor à volonté, personnages à volonté, sauf des gens que vous connaissez. Ça ne peut pas être votre père, votre mère, personne d'existant. Ni Macron, ni même Christelle Morancet. Pourtant, je sais que vous avez envie de la faire apparaître. Donc des personnages qui vont à venir, qui sont vraiment des personnages de la comédia dell'arte ou des personnages inventés. Donc budget que vous voulez, c'est comme un film, c'est comme une pièce de théâtre, imaginez ce que vous voulez. En ce moment-là, avant de vous imaginer ce que je vais vous demander, vous imaginer, je vous demande de penser à un problème que vous avez dans votre vie. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne va pas en parler à voix haute, hein, parce que très honnêtement, je m'en fous complètement de vos problèmes. Non, c'est surtout qu'on ne va pas les partager, on n'a pas le temps. Donc imaginez en ce moment, vous êtes forcément avec un truc qui vous contrarie un peu. On a tous quelque chose qui nous contrarie un peu. Donc, votre thématique du moment contrariante, vous dites, ah oui, il y a ce truc-là. Ah, j'aimerais bien résoudre ce machin. Donc un problème que vous aimeriez bien résoudre. Maintenant, je vous demande à chacun et chacune d'imaginer que dans votre petit théâtre intérieur, un personnage va apparaître. Prenons quelques secondes pour que vous imaginiez ce personnage. Il peut être ridicule. N'ayez pas de jugement critique sur ce personnage. N'importe quoi. À quoi il ressemble, et c'est vraiment de... Voilà. Et je vous demande encore de prendre une demi-seconde pour dire, ce personnage, si vous lui posiez la question de qu'est-ce qui pourrait vous aider actuellement, qu'est-ce qu'il vous répond? Voilà, fin de l'expérience. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut là tout de suite. Il y en a qui vont dire c'est stupide, il y en a qui vont dire moi j'ai rien vu, il y en a qui vont dire ah c'est marrant, ça fait sens. La théorie de Jung, via l'imagination active, c'est de se dire que quand on fait venir un personnage spontanément, en se disant c'est juste pour rire, c'est mon imagination, qu'importe, il y a en réalité toujours un lien sémantique, comme on le disait tout à l'heure, avec quelque chose de plus profond. Je vous donne un exemple qui est dans un bouquin qui parlait de lui, de cette méthode. Un thérapeute entend d'une de ses patientes que pendant la nuit, elle est en train de faire une insomnie en se disant voilà, je dois repeindre ma véranda. Est-ce que je la fais en bleu, en vert, en bleu, en vert, en bleu, en vert et toute la nuit, quoi. Grosse insomnie pour un truc, au demeurant, pas très important. Donc, elle fait un exercice d'imagination active où elle dit quel est le personnage qui va apparaître. Un personnage apparaît, elle lui donne un nom. C'est un truc que j'ai oublié de proposer de faire, mais vous pourriez donner un nom à ce personnage. Un nom vraiment n'importe lequel, quoi. Quand je dis un nom, c'est pas pour dire un prénom, c'est pas du style Bernard, c'est plutôt une appellation. Jung parlerait d'un archétype. Le vieil homme, la sorcière. Dans le cas présent, elle voit un personnage qu'elle appelle l'artiste. Et l'artiste lui dit « Pourquoi t'es pas devenu peintre ?» Voilà, fin de son imagination active. Du moment où elle se dit ça à elle-même, on est d'accord qu'elle a inventé un personnage qui lui a parlé. Donc en fait, c'est comme si je prenais des chaussettes et que je les faisais parler. Hein. On est bien d'accord que je sais très bien que c'est moi qui suis en train de faire parler l'artiste. Voilà. Jung dirait que cette partie d'elle s'est manifestée en disant « Je te pose une question, je suis une facette de toi, je te pose une question,
à laquelle tu n'as pas répondu dans ta vraie vie, en fait. Pourquoi tu es en train de te prendre le chou sur du bleu, du vert? Parce que c'est le seul moment de ta vie où tu fais un choix artistique. Et qu'en fait, dans une autre partie de ta vie, tu aurais voulu être peintre. Alors là, l'exemple, il est ultra clair. Je ne prétends pas que vous avez tous résolu à ce point un moment charnière de votre vie. Mais cet exercice-là, il est intéressant parce qu'il est à la frontière de l'écriture. Moi, il y a des choses que j'écris en me disant, voilà une bonne histoire. Je peux donner l'exemple du dieu fauve. Après, je ne vous dirai pas exactement pourquoi. Mais il s'avère que le dieu fauve, il y a quelque chose d'ultra autobiographique a posteriori. C'est-à-dire qu'après, je l'ai relu en me disant, oh, la honte, j'ai tout dit. C'est que des thématiques personnelles. En fait, j'ai fait parler des facettes de moi. Un singe, un poète, une guerrière, voilà, on peut appeler ça comme on veut, qui se répondent, qui s'entremêlent, qui se disent des choses, qui bataillent, qui sont parfois pas d'accord, comme la psyché humaine. Parce que la théorie de Jung, ça, moi, je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, c'est tiens, hop, un lien avec la pensée asiatique. Jung ne croit pas, enfin, là encore, c'est ma façon de voir Jung, hein, quelqu'un qui serait expert vous dirait pas ça. Il ne croit pas à l'ego comme, par exemple, le roi d'un royaume. Jung ne pense pas qu'on se dit en tant que roi de mon royaume, je décide aujourd'hui que je vais aller à la conférence de Fabien Wellman. Il ne pense pas que le cerveau fonctionne comme ça. Il voit plutôt ça c'est ma façon de l'interpréter, comme une assemblée nationale dont vous seriez, dans le meilleur des cas, le président. Vous dites, je soumets au vote, aujourd'hui, allons-nous voir Fabien Wellman. Et là, vous avez un certain nombre de voix qui vont s'élever dans votre assemblée. Et après, je termine bientôt, hein, parce que je sens un petit moment de flip, en disant, mais il ne s'arrêtera jamais, et il y a encore 15 livres derrière. Dans votre Assemblée nationale, on peut tout à fait imaginer que ce soir, avant de partir, il y avait le côté, un député qui se lève en disant, je suis le député frileux, ça caille sa race dehors, je vote pour qu'on ne parte pas. Et puis, de l'autre côté de l'Assemblée, tu as le député ouverture culturelle, qui fait non mais vraiment vous savez culture pour tous c'est un moment unique, Fabien Wellman je le connais pas mais il a l'air tellement sympa sur la photo et puis on va voir un extrait de Jazz dans les Argonautes, c'est quand même pas rien quoi, qui dit je vote pour y aller. Donc là on est d'accord que l'enjeu de venir ou pas à cette conférence c'est pas hyper grave, mais imaginez maintenant que ce soit ça pour aller ou pas voir sa grand-mère qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ah elle a un Alzheimer, j'y vais pas et tous les débats que ça intègre dans votre tête. Est-ce que vraiment je vais la voir? Je suis vraiment un mauvais petit-fils. Elle risque de mourir. Ah ouais, mais attends, t'es en train de te culpabiliser. Donc mais tout ça se fait en une microseconde la plupart du temps. La plupart du temps, on n'est pas conscient de ce discours. Si par contre, je fais une imagination active en disant, je ne sais pas pourquoi, je suis mal à l'aise à l'idée d'aller voir ma grand-mère, et que je fais apparaître un personnage qui me dit un truc, ce truc a des chances de pouvoir être une clé de compréhension du débat intérieur qui est en train de se livrer. Ce que dit Jung, c'est pas que ce personnage vous a dit la stricte vérité. C'est pas un oracle. Hein. Il n'est pas en train de dire, par exemple, un personnage apparaît et vous dit quitte ton boulot. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre boulot. Mais vous pouvez entendre qu'une partie de vous est en train de s'exprimer, est heureuse d'être entendue et dit je serai toi. Et si j'étais moi, président de l'Assemblée, je quitterais mon boulot. Et ça peut être intéressant d'intégrer le fait qu'une partie de vous est comme ça. Et de penser comme ça, c'est quelque chose que moi je fais aussi quand je mets en scène des personnages dont je ne partage pas les valeurs politiques. Imaginons, dans Seul, il y a un personnage assez clairement d'extrême droite, ou plutôt encore plus dans le dernier Atlas. Et bien je pars du principe que dans mon Assemblée nationale personnelle, si je creuse bien, il y a un député d'extrême droite. C'est-à-dire que la théorie qu'il y a là-dedans, c'est aussi qu'il faut savoir que dans toute personnalité, dans tout humain, le pire et le meilleur va se côtoyer, mais y compris le pire raciste possible, y compris le pire misogyne, y compris quelqu'un qui est capable de torturer, y compris quelqu'un qui est capable de tuer. Pas dans la vie de tous les jours, pas dans des circonstances comme un pince-fesse à la médiathèque, je ne vais pas laisser sortir ça ce soir, mais si je suis honnête avec moi-même et si j'en crois ce que j'ai lu des différents conflits, par exemple la guerre d'Algérie, puisque je me suis penché dessus, toute personne mise sous pression dans un conflit est capable de faire le pire. Donc quand on est capable de ça, on est capable de voir que des fois dans nos prises de décision, il y a des députés qui ne sont pas très sympathiques, n'empêche qu'ils veulent se faire entendre. Et l'imagination active n'est qu'une manière qui est plus facile à utiliser quand on est auteur, parce qu'on le fait tout le temps, mais qu'en fait on peut faire n'importe quand, d'essayer d'aller écouter ces parties de nous qui ne se sentent pas écoutées. Parce que souvent quand elles sortent et qu'elles disent quelque chose, c'est précisément qu'elles ont été gardées sous cloche très longtemps. Pour la petite histoire, il y a une amie avec qui j'ai fait ça, elle m'a dit, j'ai vu une chèvre, qui m'a dit, pourquoi? J'ai dit, tu sais quoi, on va pas rentrer dans ta psyché aujourd'hui.
j'imagine que cette chèvre avait un sens pour elle, mais je ne suis pas non plus aux commandes de son cerveau, et des fois le truc est complètement bizarre. Il n'empêche que cette méthode, elle est assez hallucinante. Moi, elle m'a vraiment... Et si en plus vous êtes en psychanalyse, votre psy sera ravi de partager vos imaginations actives avec vous. J'ai cru comprendre qu'il fallait peut-être que je... C'est difficile de... Je sais, parce que... Parce que je sais qu'il y a plein d'autres choses qui... Oui, mais en même temps, honnêtement, c'est pas grave. Oui, allons-y, je suis prêt. Est-ce que vous avez des souvenirs du moment où vous avez appris à écrire à l'école? J'ai des souvenirs du moment où j'ai eu l'impression pour la première fois que mes histoires bizarres étaient considérées par la prof avec bienveillance. Et c'était au collège. Avant, j'ai... Alors au moment du graphisme, non, parce que j'écrivais mal. Et donc c'était un peu de souffrance. C'est un souvenir de souffrance, mais du coup ça m'a poussé au dessin. Parce qu'à l'époque je dessinais. Donc ça m'a permis de me dire, bon, l'écriture en termes de graphie, j'ai du mal. C'est pour ça que j'ai aucun problème à taper sur l'ordinateur pour écrire actuellement. J'ai pas du tout besoin de passer par l'écriture manuelle. Mais c'est aussi pour ça que j'ai développé le dessin, parce que j'avais un petit peu plus de facilité à exprimer ce que je voulais exprimer par le dessin que par une graphie qui aurait été réussie. Voilà. Mais par contre, et d'ailleurs je pense les remercier dans le prochain Cuisine des œuvres, j'ai eu une infinie gratitude pour 2 ou 3 professeurs, donc un en primaire, 2 au collège, qui m'ont ouvert les portes de l'imagination. Non seulement il y avait les bouquins, mais c'est vrai que j'ai pas cité les profs. Je me rappelle encore de... Là, une micro-anecdote, puis j'arrête. Voilà. Pour montrer aussi à quel point j'ai appris la stratégie. C'est que j'avais une prof que j'adorais en 4e, et elle nous demande de faire un récit, ce qu'on a envie, sur un sujet, je ne sais plus quoi, qui se passe sous l'eau. Donc moi, bien entendu, je fais genre les dents de la mer, quoi. Donc un type se fait bouffer par un requin, parce que je suis complètement morbide, donc ça se voit dans mes récits, et elle me met une super note. Et moi, donc, je me sens trop valorisé par ça, en me disant, j'ai eu le droit de le faire, c'est trop bien. Changement de classe, changement de prof de français. Elle nous demande de faire un récit sur un berger. Elle nous rend les copies avec un air un peu pet sec, en mode, vous avez été 90% à me faire des récits horribles, de loups qui attaquent les brebis, de d'éboulements, de catastrophes. Pourquoi cette violence? Donc moi, je me paye une très mauvaise note, parce que de fait, je faisais partie de ces 90%. Aussitôt, je me dis, change ton logiciel. C'est là que je me dis, il y a quand même une part, peut-être pas de cynisme, mais d'opportunisme. Rédaction d'après, le désert. De ma plus belle plume, j'écris l'histoire d'un homme qui a décidé de refaire sa vie et qui part loin dans le désert, et chaque dune est comme une harmonie de couleurs, et voilà. 19, elle me cite devant tout le monde, et moi je fais genre, ok, j'ai compris un truc. S'adapter à son public. C'était trop, parce que là, quand je fais un bouquin, je ne me dis pas, je veux plaire à mon public. Mais j'ai compris quand même qu'il y a un moment donné où on écrit pour un public donné. Et en vrai, ça, c'est une très très grosse leçon. Mais j'avais préféré écrire des histoires de requins qui mangeaient des gens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on se rue sur les petits fours aimablement tartinés par l'équipe? Vous avez déjà dessiné du coup sur des bandes dessinées que vous avez faites? Eh ben, aucune complète. Après, j'ai un peu dessiné dans Spirou. Donc j'ai commencé dans Spirou, dans le magazine, et en fait, pour la petite histoire, il savait que je dessinais un peu, et un jour, le rédacteur en chef est venu me voir en disant, tu sais quoi, j'ai pensé à toi pour un projet dessiné. Alors je dis, oh, trop sympa, qu'est-ce que c'est? Il dit, ça, c'est pour faire la pire BD du monde. Donc je voudrais que parce qu'il y a une animation dans le journal où on parle d'un auteur horrible, qu'enfin on accepte de faire travailler dans le journal, parce qu'il y a eu une animation, enfin bon, c'était un truc au long cours. Donc il y a un dessinateur qui est censé être le pire dessinateur du monde qui enfin est publié dans Spirou, et c'est toi qui vas faire ces BD. Donc j'ai eu mon petit moment de gloire avec une BD qui s'appelle Bob le Cowboy. C'est 7 demi-pages, c'est le maximum de ce que j'ai fait en dessin, et chaque case, j'ai vraiment fait en sorte qu'elle soit la plus ratée possible. Et ben en vrai, c'est pas si facile. C'est assez drôle si on aime le lait. Moi j'étais assez content de moi. Donc c'est ma seule BD, Bob le Cowboy, chef-d'œuvre. Mais jamais édité. J'ai eu une page éditée de dessin dans Mastodonte, l'atelier Mastodonte, qui était aussi dans Spirou, où je suis je me montre sous mon jour syndical, parce que j'ai aussi une casquette syndicaliste d'auteur gauchiste qui se bat pour les droits des auteurs. Et donc je mettais ça un peu en tête en mode ça ne va pas, on devrait se demander plus, etc. Une sorte de petite parodie de moi-même, parce que je peux être un peu comme ça, vous l'aurez compris. Parce qu'il s'avère que c'est un milieu qui ne gagne pas très bien sa vie. Donc allez hop, petit truc au passage. En gros, les auteurs BD, la moyenne vit à la limite du seuil de pauvreté. Et les autrices
à 60% sont sous le seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment un milieu qui est très très violent et qui plus est assez misogyne. Donc il y a beaucoup à faire et c'est un autre débat. Mais donc dans ces cas-là, je trouve que c'est important de s'impliquer. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sur Christelle Morancet peut-être? Je ne sais pas si je vous en ai parlé ce soir. Mais je viens de recevoir le magazine de La Région. C'est pas possible, c'est de la provocation. Il y a sa tête dessus, elle sourit, elle a l'air contente de ce qu'elle a fait. Ah, ça me rend fou. C'est enregistré? Ah oui, c'est enregistré. Christelle, si tu m'entends. Elle voulait faire un festival de la BD historique. C'était dans son programme de la culture. Et moi, j'avais dit de manière taquine, j'espère que je serai invité pour Paco les Mains Rouges et son histoire d'amour entre deux bagnards. Christelle. Je n'ai jamais été invité. C'est historique, mais faut pas quand même trop parler de trucs qui mettent mal à l'aise. Cringe, diraient les jeunes. Ah oui, j'ai pas parlé de numérique, mais de toute façon, on n'a pas le temps. Allez hop. Après, moi, je ne veux pas te stopper hein, si tout le monde a... J'ai froid. Ah oui. C'est le signe, voilà. Et on peut continuer la discussion En mangeant des petits fours et... Exactement. Merci beaucoup de votre présence, en tout cas. Oh, pardon, j'ai compris, maintenant il faut appuyer longuement dessus. Ben, merci beaucoup à toutes et tous pour votre attention et à Fabien pour toutes ces idées de lecture et de visionnage. Je voulais juste vous parler du prochain rendez-vous ici à la médiathèque avec donc Dominica, que je ne vous présente sans doute pas, qui sera ici en rencontre le jeudi 30 janvier et qui nous parlera de ce qu'il aime écouter en termes de musique, mais aussi ce qu'il aime lire. Il va parler de romans, de poésie. Peut-être de BD, c'est un gros fan de BD. Peut-être de BD de Fabien Bellman. Je l'espère. Ouais. Donc ce sera le jeudi 30 janvier. Hein? Pourquoi venir à Rosé? Mais j'habite à Saint-Seb. Et voilà, il n'y a plus du tout d'exotisme et on m'a invité. Alors Dominica habite Rosé. Bah oui, c'est vrai ça. Enfin, 30 mots, c'est à la limite. À la limite. Ah là là, encore un de ces bobos de 30 mots, tiens. Eh bien, je vous invite tous à aller boire un petit verre si vous le souhaitez. Il y a des bibliothèques d'écoute. Volontiers. Merci beaucoup. Merci à toi.